Encore un match, encore un jour, encore un débat football. Bienvenue à tous, vous êtes sur Zone Mixte, épisode 4, c'est parti. Bonjour à tous les gars, donc là nouvelle semaine, nouveau podcast football, nouveau débat, vous connaissez maintenant la musique, on va parler football, on va débattre, j'ai des invités, des chroniqueurs particuliers aujourd'hui, ils ont faim, ils ont envie de parler, juste en backstage, ça y allait, ils sont chauds là, ils sont chauds, je vous les présente très très brièvement, ou non, même de manière exhaustive en vrai. D'abord j'ai mon chouchou, vous connaissez, vous avez l'habitude, Maktoub, comment ça va Maktoub ? Ça va. Beau week-end de foot. Il y a eu le classique. Ouais. Arsenal a gagné. City, Liverpool aussi, Showtime. Donc voilà, hâte de parler de tout ça, surtout du classique. Ah bah tu m'étonnes. Je vois que t'as un joli maillot en plus, donc je pense que t'es prêt là. Ok, voilà. On va pas attendre. Hein. Je vais présenter directement celui qui est un peu plus malheureux aujourd'hui. C'est Ryan. Salut tout le monde. Salut les gars. Comment ça va ? Ça va, tranquille, hein. On est un peu en deuil, c'est pour ça que j'ai pas mis de maillot, moi je suis en noir aujourd'hui. Ah d'accord. C'est le deuil. Ok, tout s'explique. Mais avant de parler de foot, moi ma deuxième passion dans la vie c'est tout ce qui est l'art, tout ça. Okay. On a eu 3 grosses prestations là ce week-end artistiques. Fort. On a eu Booba. Oui, ouais. On a eu Bad Bunny, c'était fort. Ouais, c'est vrai. Mais la 3e plus grosse prestation artistique du week-end. Ouais. C'était Léo Balerdi. Merci. Faut regarder. Ah ouais, tu commences ça a montré dans toutes les écoles de cirque. C'est trop. Non, c'est trop. Non, vous avez vu le match, les gars ? Non. Ok, vous avez vu. Bon, on est déjà chaud là. Il est déjà chaud, le pauvre. Enfin, il a envie de se lâcher, je pense qu'il va se lâcher. Mais avant ça, on finit d'abord le petit tour de table, de plateau. On a juste avec nous un revenant. Ça fait 3 épisodes qu'il n'était pas venu, un petit moment. Il nous a manqué quand même. C'est Driss. Comment va Driss ? Ça va très bien. Comment va ? Ça va, tu connais, il y avait des petites choses à faire. Ah ouais, hein. Des choses à gérer. Mais tu connais, je reviens pour montrer qui est qui. Ah ouais, d'accord, ok. Le chef est de retour. Papa est de retour. Salut les enfants, papa est de retour. Bon bah super, on est content de te revoir, Driss. Et last but not least, on a le petit nouveau. Ça fait un moment qu'il est là, mais c'est la première fois que vous allez le voir à la caméra. C'est mon chouchou aussi, voilà. C'est Louis. Comment va Louis ? Ça va, super, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très content d'être là. C'est la première émission pour moi, donc je suis très content. Et puis on va parler football. Très content du week-end aussi, avec un week-end chargé. Yes. Tous les vainqueurs, que ce soit en Première Ligue, en Liga, ont gagné. Arsenal, City, Barça, Real. Tous les gros ont été présents. Et le gros classique dont on va parler, je pense. Bien sûr. Sur lequel je pense qu'on est tous unanimes aussi. Plutôt. Bon, tous. Il y en a un qui est peut-être un peu plus grismine, mais voilà, on est un peu près tous là. C'est que du foot, les gars. C'est que du football. Ouais, on dit c'est que du football. C'est que du football. Mais on sait que c'est pas vrai. Du coup, sans plus attendre, on est reparti avec le sommaire. On va partir sur 4 sujets. Du coup, aujourd'hui, en premier lieu, on aura le débrief du classique, PSG-OM. Alors, ensuite, on aura... Deuxième sujet qui est le Parlement du rire, vous avez l'habitude maintenant, c'est est-ce que Guardiola a tué l'improvisation dans le football moderne ? Voilà, on aura un peu de contexte, hein, parce que dit comme ça peut faire peur, mais vous inquiétez pas. Après, en troisième, on va élire le meilleur joueur à chaque poste, tout simplement. Le meilleur joueur de l'histoire à chaque poste. Chacun va donner son 11. On va débattre aussi, on va débriefer le 11 qu'a fait Canal+. Les 100. Le 100, pardon, excuse-moi, le top 100. Le top 100 des joueurs de Canal+, tout à fait. Et après, on ira sur une petite question sur le football féminin. Voilà, donc voilà. Pourquoi tu rigoles ? Je rigole parce que voilà, je suis content d'être là et de tous avec vous, les gars. On va parler football, c'est parti ? Let's go. Allez, c'est parti pour la première, les gars. Let's go. Alors, débrief du classique. Alors, hier soir, parce qu'on est lundi 9 février, hier, le 8 février 2026, a eu lieu le second classique de la saison, qui s'est soldé par un 5-0 pour le Paris Saint-Germain. On a eu un doublé du Ballon d'Or Ousmane Dembélé, un but de Krishak Kvaratskhelia et un but de Kangin Lee, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, si j'ai bien numéré les 5. Et un but de CSC. Et un but, c'est vrai, un but de... Parce qu'avant le match, c'est vrai. La stat publiée sur le site du PSG, Marseille est le club le plus généreux en contre son camp de l'histoire contre le PSG. Il y avait 9 contre son camp de Marseille avant ce match, dont la saison dernière, un de Leonardo Balerdi et Paul Lirola. Et hier, la barre de 10 atteinte, CSC, un des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG contre Marseille. Excellent. Excellent. C'est beau. Ouais, Marseille, c'est un club qui donne beaucoup. Donc,
Qui veut se lancer sur... Ryan, peut-être? Pour l'instant, non, allez-y, parlez. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Pour l'instant, j'ai rien à dire, parlez. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé du match déjà? Driss, est-ce que tu as eu... Qu'est-ce que tu as pensé du match? Est-ce que le PSG monte en puissance? Qu'est-ce qu'on peut tirer des conclusions de ce match? Déjà, la première mi-temps, elle était dominée par le PSG. On faisait un bon match. Marseille, je ne les trouvais pas si nuls que ça. Parce que quand on est passé à la deuxième mi-temps, on avait des actions toutes les minutes. Marseille était inexistant. Ils ont lâché. Deuxième mi-temps, ils ont lâché. 2-0 mi-temps, c'est ça? 2-0 à la mi-temps. Quand ils sont reviennent 5 minutes, ils ont 3 lâché. actions, des poteaux, des barres. Et encore, on a eu 5-0. Mais avec toutes les actions qu'on a eues, les barres de Désiré Doué face au but, Barcola qui ne s'est pas marqué. Malheureusement, je l'aime beaucoup. Mais c'est pas grave qu'il ne sache pas marquer dans ce match-là. Dans ce match-là. Il fait beaucoup de trucs, il est éteint. Ouéa qui glisse jusqu'à, je sais pas où, il est reparti. Non, mais le tournant du match. Enfin, je t'interromps. Moi, j'espère juste que Barcola, petite aparté, il va retrouver sa finition au moment où il faut. C'est-à-dire qu'il a jamais retrouver, oui, il va commencer à marquer. Il a mis 15-20 buts. À un moment donné, début de saison dernière, Barcola était sur un super run. On disait même, il prend la relève de Mbappé, il commence à marquer. Il y avait eu des absents, c'était le joueur qui portait le PSG malade à cette époque-là. Mais sa finition n'a jamais été son point fort, ce genre. Mais en réalité, c'est un joueur qui, face au but, il passe le bac. Il a peur, vraiment, il a peur. Il est fébrile. Ouais, d'accord. Après, les gars, on dit c'est longtemps ça sur Dembélé. Hein. C'est ça. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Il a le temps de s'améliorer. Il a le temps, voilà. Mais le tournant du match, pour moi, on n'a pas beaucoup parlé. Mais il y a une action en début de match. Oh non, mais mais tu sais pas ce que je veux dire. Le tac de Vitinha. Non, mais le tac de Vitinha, oui, mais qu'est-ce que je veux dire? C'est un rouge. Mais même pas, il doit avoir blessure. Quel rouge? Balerdi va sortir du terrain, tu vois. Et à ce moment-là, je suis sûr qu'on aurait fait un résultat différent. Non, c'est trop. Tu fatigues. Mais sinon, après, le tacle était dangereux. Normalement, il y a rouge. Si on veut être sérieux, normalement, il y a rouge. Mais ça change pas. Même à 10 contre 11, ça change rien. Même à 10 contre 11, je pense que vous auriez pu nous mettre le 5-0. Je me rappelle d'un classique il y a 2 ans, c'était en 2024, quand Beraldo sort à la 40e, il y a eu 2-0 à la fin du match. C'était au Vélodrome. Donc je pense qu'effectivement. Non, l'écart de niveau hier, il était trop important. L'OM n'était pas au niveau. Le coach, ses choix, c'était des choix, c'était catastrophique. Je sais pas à quoi il joue des Deserbi en ce moment, mais il faut qu'il retourne, faut qu'il aille à Manchester, hein. Parce qu'à ce qui paraît, avant de venir à Marseille, Manchester lui a proposé des contrats, il a montré ça à tout le monde. Ah mon gars, vas-y, hein, frère, entraîner les Meino, les je sais pas quoi et tout, laisse-nous tranquille. Mais parce que oui, on peut faire un petit débat parallèle, parce que est-ce que Deserbi, il est arrivé à un moment où effectivement, son discours, il s'essouffle dans le vestiaire et ça passe plus du tout. C'est fini. En fait, Deserbi, son problème, c'est quoi? Moi, je pense que c'est plus une histoire de tempérament. Son caractère, on croit, quand on le voit tout de suite, on se dit oui, son caractère, il va bien avec l'OM et tout ça. Mais non, en fait, l'OM, c'est un club où il y a déjà de la pression, où les gars, ils sont déjà fous. Il faut un coach qui vient, charisme, tout ça, il tempère le truc. Tu vois? Faut pas un coach qui je sais pas comment dire, un pyromane, tu vois, qui continue d'alimenter le feu et tout. Faut quelqu'un de calme. Quand il y a des buzz médiatiques et tout machin, il sait comment faire redescendre la pression, tu vois. Et Deserbi fait tout le contraire. Je sais pas c'est quoi son but. Même quand c'est calme, il incendie c'est lui qui a incendié le truc, tu vois. Alors que c'est tout ce qu'il faut pas à l'OM, en fait. Ok, bon bah écoutez, j'ai l'impression que ce match-là, il a... Ouais, c'est bon, on peut changer. Hein, tranquille. Non, mais en vrai, je pense que le problème à l'OM, il est beaucoup plus profond qu'un souci de coach. C'est un club qui a enchaîné les coachs ces dernières années, mais il y a eu beaucoup de pyromanes, comme tu dis, avec les Bielsa, les Sampaoli, et Deserbi, il y en a eu beaucoup. Mais en vrai, Tudor. Ouais, même Tudor. Mais en vrai, je pense qu'il y a un problème au niveau de l'institution. Il y a une instabilité dans ce club qui est assez impressionnante. Et qu'importe, tous les ans, on se dit que c'est là une nouvelle année, que ça va être leur saison. Franchement, cette saison, j'y croyais. Ils jouent le titre. Ouais, comme d'hab. Mais il y a quelqu'un qui croyait ici aussi, à ma gauche. Driss, il avait dit que l'OM allait passer la phase de qualification LDC. Regarde comment ils l'ont pas passé. Ils ont pris un but. Ouais, c'est ridicule. Mais c'est comment il s'appelle le gardien là? Turbine. Anatoly Troubine. Mais moi, je pense. Il est rentré dans l'histoire. Moi, je pense qu'il y a une malédiction sur l'OM. Ouais. Non, je pense que ça va au-delà du rationnel, c'est trop.
C'est trop, Ligue des Champions, les trucs qui se passent et tout. En championnat, c'est trop. Après, vous les cherchez un peu quand même. Se prendre 3-0. Non, mais là, ça fait 2 humiliations en 2 semaines. Contre 2 humiliations en 2 semaines, je pense que là, c'est. Et après, je suis d'accord. On mérite même pas. C'est clair. Après, au-delà de ça aussi, il y a une stat qui ils font parler. En 8 mois, on a Benjamin Pavard qui est champion du monde, qui a pris 2 fois 5-0. 2 fois 5-0. Ça, c'est terrible. Et avant le match, je sais pas si vous avez vu son attitude, il était très. Ouais. Mais c'est ça le problème. Vous pensez quoi de Pavard en vrai? Pavard, est-ce que c'est un joueur déjà qui doit être appelé en équipe de France encore pour la Coupe du Monde? Est-ce que. Aujourd'hui, moi je dirais que non, parce que à droite, je pense Koundé part titulaire, mais derrière Malo Gusto, il fait un travail énorme avec Chelsea. Ouais. Donc je pense que les deux latéraux, ça va. Aujourd'hui, c'est les deux. Okay. Et dans l'axe, mais la France a trop de défenseurs centraux pour prendre Benjamin Pavard. Moi, je préfère appeler Badiachil que Pavard. Il y a trop de. Non, voilà, là, quand même, Badiachil. Ah, tu vas appeler Dissassi aussi? J'appelle Dissassi s'il faut, ouais. Parce que là. Mais hier, il est mis en difficulté parce qu'il n'est pas titulaire depuis 4 matchs. Et il joue là à Paris contre Paris, mais il allait être mort. Il était mort avant que le match commence. En fait, le problème, c'est que Pavard, il est arrivé à l'OM dans un rôle de cadre alors qu'il n'a jamais été. Et ça n'a jamais été un cadre. C'est un personne, ce gars-là, je sais pas. Tout ça. Non, mais en plus, ça va position. Pavard sans son but. Comment? Pavard sans son but. Déjà en équipe de France, second poteau Pavard, il n'y a rien Pavard. Il est personne. Ouais, bon après, cette année-là, la place, il l'a gratté, il l'a mérité aussi, tu vois. Mais même qu'il a gratté. Non, mais en Bundesliga, il était quand même fort. Ouais, en Bundesliga, au Bayern, il était. Avant d'arriver au Bayern, même, il était. Mais son problème aujourd'hui, en fait. Même à Stuttgart, il était très bon. Mais son problème aujourd'hui, c'est qu'il veut plus jouer lateral. C'est ça le problème. Il veut plus jouer latéral, il veut jouer central. Central droit, d'une défense à 3. Mais à Marseille, il joue à deux actions. Ouais, on joue à 2 ou à 3. Même dans les 3. Juste par rapport au classique, en vrai, est-ce que depuis, on va se dire, allez, 8 ans, depuis le rachat du PSG, il n'y a plus de match. Ça a trop changé. Oui. Est-ce que c'est même un classique? C'est vrai que c'est même plus, je pense même pas aller au-delà de 8 ans. Depuis le rachat. Ça fait 15 ans qu'ils sont là maintenant. Ouais. Clairement, c'est plus un classique. En vrai. Il y a plus. Après, ça reste un classique. On l'a par bribes, mais bon, est-ce qu'on l'a encore? Tu vois, par exemple, avec les tifos, on ressent toujours la pression. Les supporters, c'est important. Tu vois, par exemple, si Marseille ils perdent contre Lens, Ryan, il va pas être aussi touché. Et moi, si je perds dans la saison en championnat, je peux perdre contre n'importe qui. C'est pas grave. Je sais que je vais être champion. Mais si je perds contre Marseille, je vais avoir le démon, tu vois. Là, quand on a perdu au match aller, avec la boulette de Chevalier, je vais pas aujourd'hui, Chevalier, pas aujourd'hui. Mais avec la boulette de Chevalier, tu vois, j'étais dégoûté. Alors que si je perds contre même Monaco, c'est pas grave. Bon, là, faut pas qu'on perde contre pas pour le barrage des champions. Mais même ça aussi, le Chevalier Safonov. Là, Safonov a l'air d'avoir pris le dessus, clairement. Il est titulaire sur le classique. Même côté Marseille, ils ont changé de gardien aussi, entre Delange et Rouly. Mais vu du stade, parce que j'étais au Parc des Princes, mais Safonov, il dégage quelque chose en tant même qu'être humain. Déjà, quand il arrive, tu sens que le type, il a confiance en lui. Il marche droit, il a les épaules droites, il a son casque. Tu sens qu'il est en mission. Alors que Chevalier... même je pense sur le rapport aux autres et la connexion humaine avec ses coéquipiers, il a quelque chose qui marche pas pour l'instant. Mais Chevalier, est-ce que justement, moi la question, est-ce que ça lui a pas fait du mal? Tu sais l'histoire du post là qu'il a liké du RN. Oui, c'est possible, ça et d'autres. Est-ce que dans le vestiaire, vous suivez l'actualité du PSG, est-ce que dans le vestiaire vous pensez que ça a pu créer quelque chose? Je pense que même l'entourage des joueurs ont pu influencer en disant regarde ton coéquipier, c'est possible. Il a que des postes du RN. Il est contre nous, contre toi. C'est tout à fait possible. Je pense que ça a peut-être joué. Et en plus, Safonov, il était déjà là la saison dernière. Oui, aussi. Ils avaient déjà plus d'attache avec lui. Et c'est vrai que Chevalier, à ce qui paraît, il n'est pas très bien intégré dans le vestiaire. Okay. Ça peut jouer sur ses performances. Mais après, on lui a laissé du temps quand même. 4, 5, 6 mois. Ça, c'est clair. Mais bon, et Safonov, il fait des performances. Je vais finir quand même. Et sur ce poste-là, où le gardien peut inspirer de la confiance ou de la méfiance à ses défenseurs, qui sont immédiatement proches de lui, je trouve que Safonov, même dans les réactions, on a beaucoup d'images fortes de Marquinhos qui, après un tacle ou un dégagement, célèbre de manière très intense. Bump, tout ça.
avec Safonov, il y a un engagement entre les deux, avec Pacho aussi. Tu sens qu'il y a une connexion, ce qu'il n'y a pas avec Chevalier, malheureusement. En tout cas, des images que moi, j'ai vues jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que Safonov a pris le dessus et là, c'est lui qui va être titulaire. C'est un sujet qu'on a beaucoup abordé. On le réabordera, je pense, Chevalier. Mais juste pour petite transition, parce qu'on avait parlé de Bad Bunny, etc. Booba, t'étais au parc. Oui. Booba, c'est comment sa prestation? Prestation vraiment agréable, moi que j'ai aimé. DKR, quand il a fait le son, j'étais vraiment au top, moi, parce que c'est une chanson que j'adore. Ouais. Et globalement, c'est le Duc. Hein, c'est le Duc. Ah ouais, le Duc. Ah ouais. Vous allez penser quoi? Pourquoi tu rigoles, Driss? Parce que, bon, on peut pas utiliser tous les mots qu'on veut. Oui, parle de Booba. C'est un peu un lécheur. Oh, waouh! Non, tu peux. Le Duc. C'est YouTube, le Duc, le grand, je sais pas quoi. Non, sa prestation, elle était correcte. Ok. Il a ses sons connus, il n'y a pas de problème. Mais Booba, c'est pas le Duc, c'est pas un grand pour moi. Ok. Il fait de l'ancien, 43 ans, 44 ans. Waouh. Avec tout le respect. Avec tout le respect. Je respecte les anciens, mais à part faire des tweets, vouloir terminer tout le monde, terminer les petits de 19 ans, il fait pas grand chose dans la vie, Booba. Il fait encore des sons aujourd'hui? Ou il a sorti un son là, Seychelles. Tuba, frère. Ah ouais. C'est quoi ce son? En plus, c'est une Nia. Non, c'est une Nia à la base. C'était une Nia qui l'a repris. Moi, j'ai kiffé. Moi, j'écoute. Après, moi, je veux juste dire un truc à Booba. Il ne nous voit même pas. Il ne nous voit pas, il va nous entendre. Mais l'ancien, laisse ça. On s'est. Non, moi, Seychelles, je stream dans la voiture et tout. Moi, j'aime beaucoup Booba personnellement, mais perso aussi. Meilleur rappeur français de tous les temps, perso. Non, je rigole, c'est le GOAT. Booba. Pas de problème. Ok, ça marche. Bon, bah super. Du coup, maintenant, on va passer à la seconde rubrique, Parlement du football. On va passer du coup au Parlement du football. Vous le connaissez, vous avez l'habitude. Donc la question que j'ai posée à mon chroniqueur juste avant, ils ont pu réfléchir un tout petit peu, ils ont pu un peu tabler dessus. C'est est-ce que Guardiola a tué l'improvisation dans le football moderne? Ok. Un peu de contexte, c'est-à-dire que les fans de football se plaignent de ne plus voir d'esthète. Il n'y a plus de fantaisie, que le jeu est devenu un peu trop tactique. Donc, j'ai demandé à mes chroniqueurs de se positionner. Est-ce que le football n'a jamais été aussi intelligent, donc plutôt positif, ce qui se passe, ou alors on s'ennuie, trop de calculs, et il y a moins de fantaisie dans le jeu. Donc, les chroniqueurs étaient unanimes pour dire que le football n'a jamais été aussi intelligent. Donc là, la question qu'on va poser, c'est est-ce que Guardiola a tué tout simplement l'improvisation dans le football et la magie, en fait? Qui veut se lancer en premier? Qui a un peu des éléments Louis? Tu me regardes, je pense que c'est... Non, en vrai, moi, je pense qu'effectivement, le football n'a jamais été aussi intelligent qu'aujourd'hui. Je sais pas si c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on a moins de fantaisie, mais en tout cas, je pense que le football n'a jamais été aussi intelligent pour deux raisons actuelles. C'est que, de un, il y a une peur aujourd'hui qui s'est instaurée dans le milieu du football professionnel, c'est une peur de perdre. C'est-à-dire que forcément, t'as peur de perdre, donc tu prends beaucoup de moins de risques. Si tu prends beaucoup de moins de risques, c'est que tu laisses moins de liberté à tes joueurs de pouvoir s'exprimer. Tu connais ça avec Arsenal? Moi, je connais super bien ça avec Arsenal. Mais j'y reviendrai peut-être après. Mais en vrai... Je pense qu'aujourd'hui, le football, il est de plus en plus intelligent parce que aussi le football évolue avec son temps et qu'aujourd'hui, les entraîneurs ont des staffs techniques et tactiques immenses et qui sont super bien entourés, qui utilisent une data incroyable, qui se reposent énormément sur des chiffres, sur des vidéos. Et que du coup, en découle forcément des schémas tactiques. Et si un schéma tactique marche pour une équipe, il va être suivi par d'autres. Et du coup, on arrive sur une espèce de stérilisation du football et de la tactique. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que pour gagner dans le football actuel, ça passe forcément par ces tactiques-là. Et effectivement, tu parlais d'Arsenal, je le connais parfaitement. Et pendant les 15-20 dernières années, Arsenal a eu un jeu absolument incroyable avec des Santi Cazorla, avec des Fabregas, des Nasri, des Arteta au milieu de terrain, avec un jeu incroyable. Vous pouvez aller voir les compiles sur YouTube. Pour les plus jeunes. Ils ont mis des buts absolument incroyables sur les 15 dernières années avec des Ozil même, etc. Ouais, le but de Giroud. Le but de Giroud qui a été élu Puskás. Mais dans cette période-là, on avait un jeu alléchant. C'était encore sous Arsène Wenger, il y avait Unai Emery aussi. Mais on n'a jamais rien gagné. On a gagné une FA Cup. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'avec un football tactique, par Arteta, on n'a jamais été aussi proche de toucher quelque chose. Et donc ça peut, et on le voit encore aujourd'hui, c'est que Arsenal,
malgré un jeu hyper tactique, basé sur une défense, sur un bloc bas, et une possession très souvent stérile, je le reconnais. On est premier en première ligue encore avec 6 points d'avance. En première ligue, pardon, on finit premier de la phase de Ligue des Champions avec la meilleure attaque et la meilleure défense. Ouais. Et on est encore la deuxième meilleure attaque de première ligue. C'est-à-dire que même avec un jeu parfois stérile, on peut avoir de la fantaisie, on peut voir des buts. Et je pense pas que ça va forcément de meilleures attaques sont les corners. Comment ? On a mis 14 buts cette saison sur corner. C'est partie du jeu. Exactement. Ils sont excellents dans l'exercice. Mais même, il faut arrêter avec ça, c'est une force. Clairement, c'est une force. Clairement, pour moi aussi. Si t'as 14 corners par match, c'est que les corners, tu vas les mériter. Et que tu domines ton adversaire. Si nous, on est fort sur les corners, vu qu'avec des Saliba, avec des Gabriel, pourquoi on s'en servirait pas ? On a des tireurs de coups de pied arrêtés formidables. Mais autant s'en servir. Juste pour appuyer un peu le propos de Driss, c'est que effectivement, les corners, il faut les chercher, il faut les trouver. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de gens se plaignent que c'est une phase de jeu qui est répétitive et qui est cherchée dans le jeu d'Arsenal. Mais moi déjà. Et juste pour finir, on a aussi les touches. Par exemple, l'année dernière, on a vu que Thomas Partey, c'était on va pas dire le roi de la touche. Le lanceur de javelot. Mais oui, où les touches étaient vraiment hyper utilisées. Est-ce que ça, Driss, du coup, est-ce que ça, c'est quelque chose que t'aimes voir dans ton football ? Moi, c'est même pas tant le problème de marquer sur les corners. C'est la manière de marquer sur les corners. Tu vois, si par exemple tu mets comme Drogba une belle tête et tout, j'ai pas de problème. Mais là, ils se mettent à 8 sur le gardien, ils gênent, En fait, c'est la manière de marquer les corners qui me dérange. C'est pas tant le fait de mettre un beau but sur corner et en gagnant son duel. Ça, j'ai pas de problème. Mais justement, il gagne les duels aussi parce que le gardien, c'est le seul joueur du terrain qui peut utiliser sa main. Ses mains. Driss, moi, je vais juste te poser une question. Tout à l'heure, là, juste avant, j'ai dit que justement, quand il y avait un schéma tactique qui était apprécié et qui marchait, qui prouvait qu'il marchait, il était réutilisé. Aujourd'hui, combien d'équipes en première ligue et dans le monde utilisent les tactiques d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés et sur touche. Et sur touche. Ils inspirent tout le monde. Tu génères une occasion de but à partir de rien. C'est ça la réalité. Les gars, pour rebondir par rapport au sujet, en gros, c'est Pep Guardiola. N'oublions pas que là, il essaie de faire un peu la même chose qu'il a fait avec Messi, mais avec Cherki. Et il laisse quand même un peu de folie. Clairement. Je voulais revenir sur ça, justement. Mais si je peux rebondir vite fait d'abord sur le sujet... parce que pour moi, les deux sujets sont liés. Le truc des corners et le truc de la tactique. Dans le sens où, en fait, pour moi... J'estime que le football, en fait, c'est un sport où les gars, ok, il y a des entraînements tous les jours et tout, les gars, ils s'entraînent 2 fois par jour, mais ça travaille pas assez en vrai de vrai. Parce que ce côté tactique, machin, les schémas qui produisent sur corner Arsenal, c'est travailler à l'entraînement. Ils font pas au pif, même si, ok, c'est bloquer le gardien, mais il y a une manière de le faire pour pas que ça siffle faute, tu vois. Donc, et le football, ça a toujours été le seul sport où on n'a pas cette vision tactique. Tu vois, maintenant, on l'a de plus en plus, justement, depuis l'arrivée de Guardiola, mais dans tous les autres sports, en NBA, au basket, les mecs, Maktoum, tu joues au basket, tu sais, les mecs, ils doivent apprendre genre des dizaines de schémas, tu vois, par match, des dizaines de systèmes. Au rugby, c'est pareil, au football américain, c'est pareil. Pourquoi au foot, on se pose la question de, est-ce que la tactique, le fait que on ramène ça prend trop de place. En fait, ça donne raison aux gens qui disent que, le football, c'est 22 débiles qui courent derrière un ballon. Tu vois, on peut pas faire les trucs intelligemment, chacun a son poste, chacun a ses schémas, ses courses à suivre. Est-ce que, moi, la question aussi que j'aime, qui est sous-jacent aussi, c'est est-ce que quand tu as trop de tactique, est-ce que tu perds la magie ? Mais est-ce que Messi, il a joué sous Guardiola, non ? Il a pris 4 ballons d'or. Est-ce qu'il n'y avait pas de magie quand Messi jouait ? Et comme notre voix off a dit, en fait, il y a quand même de la place pour les esthètes, pour la folie. Mais le truc, c'est, dans certaines situations, sur certaines tactiques, il y a des manières de générer des 1 contre 1. Et ce que le style de Guardiola a tendance à faire, cette année et même l'année dernière, avant, c'est de se passer le ballon et il y a la transversale qui arrive d'un côté vers l'autre et l'ailier, que ce soit Doku, Foden, Cherki ou quoi, il est en 1 contre 1 face à son défenseur. Mais ça, c'est des situations où il permet à ces joueurs de s'exprimer. Donc là, je parle de City, mais ça a été décliné par d'autres clubs maintenant, même chez nous, au PSG. On peut garder le ballon sur plusieurs séquences. À partir du moment où on arrive à isoler un Barcola comme hier sur Weah, là, tu vois que les footballeurs, il y en a quand même qui ont encore de la technique, qui ont du dribble. Et donc, c'est des situations qui permettent ça. Pareil, encore, aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu d'esthètes, mais on les identifie rapidement. Des joueurs comme Cherki, des joueurs comme Vinicius, même qui le fait un peu moins. Mais l'année où ils gagnaient les champions, il y a 2 ans, là, je crois,
Il y a un but où, sans contrôle, il élimine Fernandinho en laissant passer le ballon de ses jambes et il part. Ça vient d'une situation où ils ont changé de côté. Il a un ballon sur son aile, il a rencontré en face son défenseur, en plus un mec plus âgé que lui. Il y a d'ailleurs ce truc-là de les ailiers, quand ils jouent contre des défenseurs latéraux plus âgés, ils performent mieux que quand c'est des défenseurs. Bon, bref. Surtout Doku, parce que Doku, dès qu'il tombe. Pour revenir sur un truc, en fait, parce que tu as parlé de Pep, là, moi, ça m'a fait mal au cœur, parce que je trouve qu'il a fait beaucoup de bien au football. Au jour d'aujourd'hui, les joueurs, c'est devenu des entreprises. L'image, ils ont une image à gérer. Ils prennent plus de risques comme avant. Tu te rappelles les matchs avec Gattuso, les Milan-Inter, comment c'était une guerre, frère. Il n'y avait pas les réseaux, machin, il se fait descendre, machin. Ça change le... Ouais, le football, il a vraiment changé. Le football, il a changé. Donc vous, selon vous... Mais moi, je voulais revenir sur un point. On dit que oui, la tactique, elle est importante et qu'elle est omniprésente aujourd'hui. Mais pour moi, avoir des schémas tactiques, ça ne nuit pas à la beauté du football. Clairement, on est d'accord. Par exemple, on a juste à voir la saison dernière, le PSG. Tactiquement, c'était quasiment parfait, du mouvement perpétuel de tous les joueurs. Et ça, c'était grâce à Luis Enrique qui a imposé sa tactique, ses schémas tactiques. Et au final, c'était joli à voir. Et le football liquide qu'il produisait, la tactique était au service du football. C'est plus ça. Et en fait, moi, bon, je suis pas un hater d'Arsenal. Si. Mais définitivement si. Mais je trouve que c'est un peu le contre-exemple où on a le schéma tactique qui est uniquement au service de la victoire. Et c'est pas un problème s'ils arrivent à gagner comme ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais juste, pour moi, c'est pas lié au schéma tactique et d'avoir plus de tactique dans le football. En gros, Arsenal, pour toi, c'est l'exemple où la tactique... l'esthète va en pâtir du fait qu'il y ait trop de tactique. C'est la réalité. La mauvaise utilisation du schéma tactique. Quand tu recrutes un mec comme Eze, qui va potentiellement chez ton ami, moi actuellement j'ai l'impression qu'en fait Arsenal ils ont acheté ce gars-là juste pour pas qu'il aille à Tottenham, tu vois. Il nous a sauvé justement sur le derby, sur le North London Derby là où il met un triplé contre Tottenham. C'était un match, il a fait un match incroyable. Il a fait une bourde le match d'après ou 2 matchs après là contre Aston Villa où il est pas au marquage, il fait pas l'effort nécessaire. Depuis il est placardé. Et en vrai, alors que c'est un joueur qui peut justement amener cette folie. Et moi je suis totalement d'accord avec toi, mais Arteta, il a mis toutes ces choses-là en place, mais il a aussi révolutionné certaines choses, tu vois, comme le poste de latéral gauche, avec Calafiori ou avec Lewis Kelly. T'as déjà vu un latéral gauche qui joue en même temps milieu central dans un match, franchement, en termes de relance. Et en vrai, on produit un jeu. Et je crois que c'est Guardiola qui commence ça. Oui. Avec ses latéraux. Avec comme même au Bayern, il l'a fait avec Kimmich quand il y était. Là c'est vraiment. Il a masterisé le truc avec flagrant, tu vois. C'est vraiment en phase offensive, c'est flagrant. On est à 3 derrière et il y a vraiment un milieu de plus. Mais bon, bref. Ceci dit, je pense que la tactique, comme tu dis, doit être au service du football. Mais je pense qu'effectivement, on va sur un football de plus en plus tactique. Et comme il le disait, je pense que c'est juste vivre avec notre temps. Je pense que tous les sports s'y adaptent et que tous les sports deviennent de plus en plus tactiques. Et il y a un film d'ailleurs ce soir qui est hyper intéressant. Là, c'est Le Stratège avec Brad Pitt sur le baseball. Et en vrai, on y est en fait. On y est juste, c'est le tour du football et on est dans cette ère-là. Okay, c'est un sport collectif, tu vois. On est dans une seule équipe, il y a 11 joueurs sur le terrain. Donc forcément, il faut qu'il y ait de la tactique pour que chaque joueur sache ce qu'il a à faire, tu vois, sinon ça va dans tous les sens. Mais il faut le bon équilibre en gros, c'est ça que vous êtes en train de dire. Dites-nous en commentaire les gars, on est encore sur Phoenix TV, c'est important, zone mixte, dites-nous en commentaire s'il vous plaît, ce que vous en pensez. Est-ce que le football n'a jamais été aussi intelligent, donc c'est intéressant, c'est stimulant, ou alors vous ennuyez, voilà, il n'y a plus rien, on ronfle, il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus rien à dire sur le football. Donc voilà, on va passer à la 3e séquence, c'est parti. Les gars, maintenant, on va passer sur la 3e rubrique. La rubrique où on va élire le meilleur joueur à chaque poste. D'accord ? On aura le 11 de tout le monde ici. Donc, qui se sent de commencer, les gars ? On va faire poste par poste. Ça peut être pas mal, non ? Poste par poste. Ok, c'est parti. Donc, en gardien, vous avez tous mis Neuer déjà. Bon, on va commencer comme ça. On a tous mis Neuer. Après, je vous écoute. Défenseurs centraux. On saute Neuer comme ça, là ? Ah, parce que t'es pas d'accord ? Oui, mais il faut pourquoi le justifier. Pourquoi il fait l'unanimité comme Argumente, ça ? Argumente. Nous t'écoutons. On va prendre juste Neuer sur la ligne déjà, pour commencer. Des parades exceptionnelles,
des réflexes, des plongeons incroyables et des arrêts décisifs à chaque fois. Des arrêts décisifs. Là, ce qui me vient, c'est la main sur Ronaldo. Ouais, déjà. Benzema. Ça, c'est l'arrêt le plus spectaculaire. La main sur Benzema. La main sur Benzema, la Coupe du Monde 2014, quart de finale. Et que des arrêts décisifs. L'arrêt où il sort contre Stankovic. Ah non, il se prend le but en fait. Non, contre Slimani aussi, il sort. Bon, ça, je voulais y revenir après. Mais sur Slimani, quand il sort, il fait des tacles en Coupe du Monde, comme un défenseur. Il a joué libéraux contre l'Algérie. Je ne comprends pas ce qu'il a fait à Higuaín en finale 2014. Incroyable. Incroyable. Ouais, ok. Ouais, le risque pris, par contre, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Moi, le gardien qui aurait fait ça, valide. Ça, c'est sûr. Je suis d'accord. Mais bon, déjà sur la ligne, un gardien exceptionnel, le meilleur aussi, je pense, de l'histoire. Parce que là, c'était du 21e siècle, mais moi, je pense même de l'histoire. Ah non. Non, c'est all time. Ah, c'était all time. Vous avez la Ah oui, c'est vrai. Je suis pas sérieux. Il est pas sérieux. Non, mais j'ai confondu avec l'autre. Avec le canal, ouais. Parce que juste après, on aura un autre débat. Mais Oui, je disais justement l'espace qu'il prenait, la profondeur qu'il couvrait avec ses déplacements, vu comment il était haut. Et il se prenait même pas de but en se faisant lober en plus. Clairement, ouais. Donc c'était vraiment incroyable et il fait l'unanimité entre nous. C'est pas incroyable. Pas besoin de En plus, comme on l'a tous dit, il a révolutionné le football. Tu vois, lui, c'est un gardien de but. À la base, il est censé rester dans ses cages. Mais le gars, il fait comme les attaquants, il attaque l'espace. Il attaque l'espace. Tu vois. Mais même, mis à part ça, à part ses sorties et tout, la façon dont il joue le libéraux, il a inventé aussi sur les face-à-face. Il a changé la manière des gardiens d'aborder les face-à-face. Exactement. Tu vois, la position gardien de hand, c'est lui qui a popularisé ça, tu vois. C'est vrai, ça c'est l'école allemande et c'est lui qui l'a vraiment mis en avant. Donc, ça. New York, il faut dire tout ça pour un mec quand même qui s'envoie des Marlboro. C'est un fumeur, il fume tout. Mais quand même, il faut le noter. Il faut que tu cites trois marques de... Je connais même pas trois marques. Marlboro. Je connais pas. Kamel et... Philippe Maurice. Philippe Maurice, voilà. Comme ça, on a on n'est pas à la télé, mais on fait tout comme. Ok, super. Donc après, défenseurs centraux, les gars, vous avez tous 2 paires. De centrale. Du coup, vous avez mis qui? Moi, j'ai mis Maldini Ramos. Ok, après, tout le monde dit, après, on va débattre. Ok. Maldini Ramos à droite, Maldini à gauche. Moi, j'ai mis Ramos et Thiago Silva. Ok. Moi, j'ai hésité. À la base, je voulais mettre Souleymane Diawara, Mbia Diawara. Cette charnière, elle était terrible. Non, je rigole. Maldini Ramos, pareil. Ok, donc Ramos dans toutes les... c'est les dissidents qui est là. Exactement. Ramos, c'est partout. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix-là de mettre... Déjà, en vrai, moi, je vais pas mentir. J'ai pas mis Maldini, puisque en vrai, c'est ce que je voulais mettre. Mais j'ai pas mis Maldini, parce qu'en fait, moi, j'ai aucun souvenir de Maldini. Moi, je suis de 98, j'ai pas de souvenir de Maldini. Et que je l'ai jamais vraiment vu jouer. Et que si du coup je dois en sortir un, moi celui qui m'a le plus impressionné sur les 20 dernières années, c'est Thiago Silva. Pendant très longtemps, certes, il a eu des flops avec le Brésil, il a eu des flops avec le PSG, mais il avait une pression énorme aussi sur les épaules. Et ça, c'est pas à mettre de côté non plus. Mais ça a été un défenseur incroyable, que ce soit sur la profondeur, sur l'homme, dans la relance aussi. Il a su être décisif et buteur dans des moments hyper importants. Et donc Thiago Silva, pour moi, c'est un de mes défenseurs de l'histoire. Bon, je vais pas besoin de trancher, mais... Juste sur un truc, les gars, qu'on rappelle aux spectateurs quand même, on est dans une équipe très jeune. C'est ça aussi. En défenseur central, moi qui suis argentin, des gars comme Passarella, des défenseurs, il est né en 53 frère. Ok. Donc, voilà les gars, je pense que pour les anciens qui vont nous regarder, c'est ça, oui, bien sûr. Prenez en compte aussi notre génération, et dans notre génération, c'est vrai qu'on a eu très. T'as dit qu'il était né en 53 ? Ouais. Mais c'est plus vieux que toi. Bien sûr. Par exemple, chez nous, c'est une légende. Il a été considéré à l'époque comme l'un des meilleurs. Tu connais, un des meilleurs décès de l'histoire. Ouais, mais dans le foot d'aujourd'hui, tu penses qu'il a le même niveau? C'est ça le problème aussi. Oui, mais le problème, c'est que l'histoire fait que là, on parle du 11 des légendes. Parce que là, c'est le même débat pour Maradona. Oui, c'est ça. Sûr. Donc, on continuera quand plus on va s'avancer dans les débats. Forcément, oui, c'est ça. Mais oui, ok, mais on peut rendre hommage à ça. C'est intéressant parce que j'ai déjà eu ce débat sur les défenseurs et un jour, on m'a dit un joueur anglais qui s'appelle Bobby Moore, des années, je sais pas, 1930 ou quoi. Mais ok, sans vouloir incriminer les anciens, mais
1930, si tu joues contre l'attaquant d'aujourd'hui, il va te laver. Non, mais aujourd'hui, ils vont tellement vite, ils sont tellement puissants, tellement techniques. Mais moi j'ai une nuance à apporter au débat. C'est que pour moi, quand on choisit dans son 11 de légende, donc le meilleur joueur à son poste, on prend 2 critères en compte. Son niveau intrinsèque, comme on dit, le niveau qu'il a eu sur un terrain de football, et comment il a révolutionné son poste. Pour moi, c'est les 2 arguments que tu prends en compte. Et en faisant, tu vois, en faisant un petit mélange, si tu vois, il a énormément révolutionné son poste. Bon, on verra par la suite, hein, mais je spoil. Pourquoi t'as pas dit Beckenbauer alors? Ouais, bah après, pour moi, il a. Tu vois, c'est pour ça. Faut faire le juste milieu, le palmarès, le jeu, la révolution. Les gars, donc en vrai, mais moi, c'est personnel. Pour quelque chose aussi. Ouais, bien sûr. Quelque chose de mauvais, les gars. Moi, justement. Et puis je pense qu'il y a une part de subjectivité aussi, Bien tu sûr. vois. Oui, En fait, ce qui m'a totalement. fait réagir à ça, c'est que toi, t'as dit. 98. Il y a certains que j'ai pas vus, etc. Ouais. Je trouve ça très honnête. C'est honnête. Bien sûr. Bon, bah, de toute façon. Après, moi, je voulais juste rebondir, Thiago Silva, pourquoi moi je suis pas d'accord? Oui, tu vois. Parce que t'es Marseillais? Non, tu vois, là, je suis dans ma casquette j'ai ma casquette de consultant, tu vois, je suis objectif, tranquille. Je suis pas dans le clubisme, tout ça. Mais pourquoi Thiago Silva, pour moi, c'est problématique. En fait, pour être un grand joueur, pour moi, ok, il faut être bon sur le terrain, mais derrière, mentalement, il faut être solide aussi. Bien sûr. Tu vois. Et le problème de Thiago Silva, c'est que dans les grands rendez-vous, malheureusement pour lui, même s'il y a la pression, il y a tout comme tous les autres joueurs, en fait, qui ont des responsabilités, sous la pression, il n'arrive pas. Sous la pression au PSG, mais après, avec Chelsea, Oui, mais il au a PSG. gagné. Ouais. Avec Mais au Chelsea, Brésil. il a gagné. Non, mais avec Chelsea, il avait déjà 40 piges, c'est pas lui qui portait l'équipe. C'est vrai, il a plus la pression à Chelsea comme il a Genre, eu la au PSG. pression, c'est pas lui qui l'assumait à Chelsea. Tu pas vois, lui, faux. il était là, à la base, il était juste venu aider. Et au tu vois. Brésil aussi, il a beaucoup Au pleuré. Brésil. Mais c'est pas parce qu'il pleure qu'il résiste pas à la pression. C'est juste Non, un Brésilien, non, mais je veux dire, sur les matchs chauds, Le fait de perdre. sur les matchs Et la chauds, il se manière choque. aussi. En général, il est pas. Le 6-2, qu'on le veuille ou non, le 6-1, pardon, qu'on le veuille ou non, Ça vient en partie de lui. quand tu recules autant, j'ai encore des images, je vais pas m'épancher. Alors que franchement, footballistiquement, pour moi, c'est l'un des C'est plus vrai, forts ouais, défenseurs en termes de- centraux. en termes de C'est juste que dans les grands moments, malheureusement pour lui, il est souvent sur la photo de famille. Voilà. tu l'as précisé, non, clairement, ouais. Bon, ok, bon, de toute façon, on va trancher, vu que la majorité l'emporte. Oui, c'est Maldini. Maldini Et et Sergio Ramos. comme Driss l'a précisé, défenseur central, mais côté gauche. Ouais, c'est ça. Maldini, parce qu'il a joué latéral gauche aussi et c'est important. Et aussi, ce qui est bien dans cette On charnière-là, c'est mettra une que. image, excusez-moi, on mettra une petite image avec notre 11 là, les gars. Et dans cette charnière-là, Ramos, Maldini, tu vois, t'as un gars qui est un peu plus calme, voilà, plus calme et tout, charisme et tout, et t'as l'autre qui est le chien fou, tu vois, Très qui bien. peut en plus aller te mettre des buts à la C'est complémentaire, 90e. très bien. Exactement. Du coup, maintenant, on va passer aux latéraux. Alors, Ryan, la paire de la. Donc, on va commencer à gauche tranquillement déjà. À gauche, Les t'as dit latéraux, pour moi, déjà, À si gauche, t'es t'as pas dit qui brésilien, t'es pas latéral. Non, mais c'est vrai, les meilleurs latéraux du monde, c'est des brésiliens. À gauche, Marcelo. Ok. À gauche, Marcelo. En fait, c'est bon. Oui, je pense que ça aussi. C'est bon, ça j'aime va pas- être Ah, ok, je pensais que vous alliez dire autre chose, mais moi aussi j'ai dit Marcelo. À gauche, Tu penses à Marcelo. Roberto Carlos, c'est ça? Je pensais qu'il y en Moi, avait j'ai mis Roberto Carlos. Voilà, je pensais qu'il y en avait un qui allait dire au Bon, moins. vas-y, Non, à dis. droite, Roberto Carlos. Non, il est gaucher. Ah ouais, Oui, ok. c'est à l'ensemble. Ouais. Ok. Bon, on se sera coupé au montage ou pas. Et Maktoub, du coup. Oui, donc tout le monde a mis Marcelo. là. Ouais, moi j'ai mis Ok. Marcelo aussi, ouais. Non, moi j'ai mis Roberto Carlos. Ayant plus connu d'ailleurs Marcelo que Roberto Carlos. Mais c'est un défenseur gauche. Donc, déjà, sur l'aspect défensif, Marcelo, pour moi, il est très bon dans l'utilisation du ballon, dans la technique, dans les contrôles de balle. Il y a des compiles de contrôle de Marcelo, mais incroyable. Mais sur l'aspect défensif, sur la ligne de 4 historique du Real des dernières années, Pepe, Ramos, Carvajal et Marcelo, mais c'est le moins bon défenseur des 4. Parce que c'est... Juste une question, est-ce que tu as vu Oui. défendre Roberto Carlos? Non, j'ai pas vu défendre. Ok. Mais ayant vu défendre Marcelo et m'appuyant sur le terreau de vidéos que j'ai pu constater, des échanges aussi que j'ai avec quelqu'un comme mon père qui regarde beaucoup de foot, qui regardait beaucoup. Sur l'aspect défensif, je pense que Roberto Carlos est meilleur que Marcelo. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, qui m'a beaucoup impressionné, c'est quand tu regardes des coups francs de Roberto Carlos. Terrible. Ça, c'est un truc... on peut dire que offensivement ils ont tous les deux beaucoup apporté. En fait, c'est des défenseurs latéraux, mais beaucoup portés sur l'attaque. Et donc moi, ma différence, c'est que Roberto Carlos, je trouve quand même qu'il défend mieux que Marcelo, mais
sur l'aspect offensif, vraiment un truc qui le met à part, et il n'y a pas de débat, c'est les coups francs. Et la frappe de balle qu'il avait, c'est pas comparable. Donc ça le met way above Marcelo. Ouais, mais la technique que Marcelo il avait pas Roberto Carlos il l'avait pas. Tu vois, chacun a son point fort qui fait que. Mais pour moi, le delta entre la capacité et la puissance de frappe que Roberto Carlos a, c'est celle de Marcelo, est plus important que le delta entre la technique de Marcelo et la technique de Roberto Carlos. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais après si tu tires fort, il a mis combien de buts dans sa carrière, Roberto Carlos? Parce que on a des images des beaux coups francs et tout. 4-5, je pense qu'on a vu de vidéos qui tournent. Combien de frappes et tout, je pense même pas s'il en a mis 10, hein, en vrai. Tu vois, après, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Mais Marcelo, grâce à sa technique, à quel niveau il a pu être décisif pour le Real Madrid, c'était trop. C'était trop. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord plus avec Matou ou avec le reste du plateau. Est-ce que c'est plus Marcelo à gauche ou Roberto Carlos? Encore une fois, la majorité l'emporte. Parce que je pense qu'il n'a pas changé, il a changé la tête à personne. Enfin, non. Mais juste, ça va pas rester comme ça parce que Nuno Mendes sera le meilleur latéral. Je suis d'accord. Ouais. C'est vrai. À la fin de il sera le meilleur latéral. Très très fort. Nuno, on t'aime beaucoup Nuno. Merci beaucoup. Bon, ok, latéral gauche, on a notre latéral gauche. Maintenant, latéral droit. Driss, qu'est-ce que tu as mis? Moi j'ai mis Hakimi. Ok, franchement, qui est étonné? D'accord. Non, c'est bon. Je donne les arguments. D'abord, on fait le tour, après je donne tes arguments. Vous êtes choqués en plus. On donne les arguments après. Je veux pas dire quelque chose, mais. Maktoum. Moi j'ai mis Daniel Alves. Ok. Louis? Philippe Lam. Ok, intéressant aussi. Daniel Alves. Ok. C'est pour ça que moi tout à l'heure je disais quand t'es pas brésilien, il faut être brésilien. Hakimi, Daniel Alves, ils peuvent même pas s'asseoir à la même table. Hakimi, frérot. Arrête. Encore une fois, je rappelle, avec le boss, nous on pense qu'il y a Zanetti qui est quand même. Il y a Zanetti. Oui, bon, il y a des Cafou, il y a même Cafou. Oui, c'est vrai. Hakimi, Cafou, frère. Pour moi, dans le top 3, on met Daniel Alves. Non, on va rester sur Hakimi. Non, Hakimi, je vais le meilleur latéral. Je vais l'expliquer. T'es marocain. Les deux. Frérot, vas-y. Même en étant objectif, tu vois, même. En fait, au début, je voulais mettre la paire de latéraux, Hakimi, Mazraoui, Nuno Mendes. Parce que là, il peut tout dire. Je voulais mettre Hakimi, Nuno Mendes, parce que je pense que à la fin de leur carrière, ça va être les deux meilleurs latéraux de l'histoire. Mais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Hakimi, dans le foot, il a joué à Dortmund. Il s'est imposé, il était dans les meilleurs latéraux du monde. Il est parti jouer à l'Inter. Il s'est imposé meilleur piston du monde. Il est arrivé, il joue à Paris, meilleur latéral droit au monde, sans débat. Hein. Sans débat aujourd'hui, depuis plusieurs années. Offensivement, c'est incroyable ce qu'il fait. Il met des buts en quart de finale de LDC, demi-finale, finale. Il est décisif partout, il fait des passes D, il provoque des pénaltys. Et même défensivement, il ne se fait pas éteindre, il ne se fait pas laver. Défensivement, il est solide, il est puissant, même au niveau mental. Il s'est amélioré, il s'est beaucoup amélioré. Au niveau mental, c'est un meneur d'homme. C'est un meneur d'homme. Mais mental, pourquoi il prend pas le pénalty à Brahim Diaz en finale? Pile. C'est lui le tireur de pénalty. C'est pas lui le tireur de pénalty. Mais il est capitaine. Mais là, c'est la finale. À ce moment-là, il faut. Brahim, tu vois qu'il est en stress et tout. On va pas changer de tireur de pénalty en finale. Mais est-ce que c'est Brahim le tireur de pénalty déjà? Il tire les pénalty au Maroc. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est Brahim le tireur de pénalty? Hakimi, il a raté déjà. Et oui, il a raté aussi avec son. Il a raté. Il aurait pas. Mais en tout cas, pour revenir au truc de latéral. C'est la culture de l'instant, ça. Ouais. Pourquoi Hakimi, parce que Hakimi, il est très fort depuis 2 ans. Exactement. Non, mais le niveau qu'il a aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'il a. Il a eu et encore c'est sur la saison dernière. Parce que vraiment c'est un niveau stratosphérique. Mais le niveau qu'il a eu la saison dernière, il a eu que la saison dernière, il l'a pas eu sur les autres saisons. Est-ce qu'il était nul? Non, il n'était pas nul. Il était pas nul, mais il était excellent. Il était dans le top 2 des meilleurs latéraux. Non, pas du tout. Il était pas dans le top 2 des meilleurs latéraux. Pas du tout. Mais quand est-ce qu'on parle de quand là? Dites, mettez du. À l'Inter. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, Cancelo il était meilleur que lui. Cancelo était meilleur que lui. Trent était meilleur que lui. Mais oui. Trent, il sait même pas défendre. Arrêtez. Si le Maroc avait été en finale de Coupe du Monde, l'avait gagné. Déjà, ça change tout. Oui, si il gagne la CAN et qu'il a des titres internationaux, là, tu peux dire qu'il rentre de. Il rentre, mais il a gagné quel titre, Daniel Alves? Il a gagné quel titre? Daniel Alves, il a tout gagné. Sauf la Coupe. Daniel Alves, c'est l'un des joueurs qui a le plus grand palmarès de l'histoire du football. Plus de 40 trophées gagnés. Bon, même si à la fin, ça s'est un peu mal fini, il a fait des trucs. Je suis d'accord. Mais déjà, c'est pas fini. Il a 26 ans. Mais Rek, attends, Bien sûr. Attends, vous vous rappelez de Macon?
Macon. Oui. Mais Hakimi, non. Même Hakimi, il a jamais le niveau de Macon. Oh, arrête. Mais t'es Brésilien. T'es Brésilien. Ouais, je suis brésilien. Aguda du Bénin. Vous avez la ref. Mais non, les gars, Macon était meilleur que Hakimi. Bon. Macon était chaud. Je sais pas meilleur que Hakimi, tu vois, mais ça se tape. Vous voulez ma capsule? Macon était chaud, hein. Non, je sais pas, peut-être on se rappelle plus. Les gars, vous étiez jeunes aussi quand ils jouaient Macon. On a qu'à garder Daniel Alves tous les deux pour après. Je veux bien entendre ce qu'il me dit, Louis, sur Philippe Lam. Pour moi, Philippe Lam, c'est un latéral droit incroyable. Je pense, pour moi, le meilleur de l'histoire parce que il a été un leader aussi. Il avait un leadership incroyable. Il a été leader du grand Bayern. Il a été leader de l'Allemagne pendant champion du monde pendant très très longtemps. Un relanceur incroyable. C'est peut-être le seul latéral droit de l'histoire qui a jamais pris un carton rouge, ou en tout cas peut-être de tous les défenseurs qu'on a énumérés depuis le début, c'est le seul qui a jamais pris un rouge. Et ça montre aussi une certaine force défensive et mentale. Et ouais, je pense que pour moi c'est mon latéral droit. Okay. Mais pour moi, pour un défenseur, ne pas prendre de rouge dans sa carrière, c'est pas forcément un bon point. Ah bon? Pour moi, parce que tu vois, par exemple, si on prend, s'il y a des situations chaudes, bien sûr. Tu vois, tu dois défendre. Il y a toujours des moments où tu dois empêcher, et c'est pas grave si t'as pris un jaune ou un rouge parce que t'étais dernier défenseur, tu vois, ça arrive. Bien sûr. Et ça veut dire que dans toute sa carrière, il s'est jamais retrouvé face à ce genre de situation. Ça m'étonnerait. Et donc pour moi, ça m'étonnerait pas. Pour moi, c'est pas un argument. Parce que souvent, celui qui se retrouve en dernier défenseur, c'est souvent un central. C'est beaucoup moins les latéraux. Mais ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus les centraux. Et en vrai, Philippe Lam, il avait une capacité de relance aussi qui était incroyable. Et même Guardiola l'a dit, c'était un des joueurs. C'était un des joueurs les plus intelligents avec qui il a pu jouer. C'est Guardiola qui l'a dit. Donc pour moi, c'est mon choix. Après, moi, j'ai un biais sur Philippe Lam mais ça m'est vraiment spécifique parce que c'est quelqu'un qui m'impressionne pas physiquement. Ouais, bien sûr. Après, je suis 1m95. Okay. Bien sûr. Quel proverbe. C'est ça pour les babies. Ouais, vraiment. non, mais juste. En fait, comme moi, je fais 1m95, Philippe Lam. On a compris. Non, en fait, comme je fais 1m95. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, mais j'aurais préféré attaquer sur Trent que sur Philippe Lam. Oui, tous les jours. Oui, tous les jours. Bon, vous deux, pour Daniel Alves, les gars, et on clôt dessus. Parce que là, faudra voter à la fin de votre défense. Daniel Alves, ouais. Daniel Alves, pour moi, c'est lui le titulaire en poste. Enfin, il n'y a pas de. Comme on a même pas de justification. L'argument, il est brésilien. Ouais. Sur le palmarès, il a gagné plus de 40 trophées. C'est l'un des les plus beaux palmarès de l'histoire du football. Quand il arrive de Séville au Barça, dans le grand Barça, mais justement, il garde cette position de latéral droit pendant des années à un niveau incroyable. Il apporte offensivement. Il y a une image, moi, qui m'a marqué sur sa carrière. C'est la finale 2015 du Barça contre la Juventus où, en fait, avant le match, ils savent déjà qu'ils vont gagner. Neymar et lui, sur l'escalator, ils sont en détente et tout. Ils savent qu'ils vont rentrer, ils vont mettre une tempête à la Juve. Okay. Et après, il a un passage aussi au PSG qui est pas dégueulasse. Qui est bon, il est pas mal. Il a un bon niveau. Je crois qu'il y a des images où offensivement, il fait de grandes choses avec Neymar. Il met des coups francs en direct, des trucs. Moyen quand même. Et en fait, sur sa capacité technique, il y a des combinaisons où, à l'époque où Messi jouait encore ailier droit avant d'entrer dans l'axe, il faisait des combinaisons, les deux, les centres, avant que Messi devienne meilleur ami avec Jordi Alba à l'opposé. Et donc moi, même si sur la fin, extra sportivement, il a eu une fin un peu compliquée. Il a un peu sur le joueur, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Une petite phrase à la fin. Pour finir, vas-y. Tu vois, j'avais dit, il y a des critères, révolution du poste et niveau intrinsèque du jeu. Le niveau intrinsèque de Hakimi sur un terrain de football, il est exceptionnel. Encore Hakimi là? Il est au-dessus de... le niveau intrinsèque, il est au-dessus de révolutionner son poste. Il a révolutionné son poste, oui. Non, mais l'échantillon est trop petit pour dire que c'est le meilleur attaquant de l'histoire. Ça fait 7 ans qu'il est là. Non. Ça fait 7 ans qu'il est là, mais ça fait pas 7 ans qu'il joue au niveau. Non, au très haut niveau. Qui joue au très haut niveau, non. Au niveau, oui. Mais individuellement, son niveau plafond et le niveau qui nous matrixe un peu tous en ce moment, il l'a atteint il y a
un et demi, même un peu moins. Donc, sur la régularité, la longévité, en aucun cas, tu peux nous dire Donne-moi une que Hakimi est le meilleur. C'est parce que t'es marocain, arrête. C'est bon, stop, les gars. Time. J'ai une question. Est-ce qu'on peut donner de la lumière à quelqu'un qui, extra sportivement, a fait des choses ou est-ce que ça joue? Est-ce qu'on sait par le footballeur l'extra sportif, sur spécifiquement Daniel Alves, arrive après la fin de sa carrière. Est-ce que ça joue dans un classement? Oui, ça doit jouer. Pour moi, oui, ça joue. Hakimi aussi, il y a des trucs extra-sportifs. Parce que extra-sportivement, il a fait des choses. Bah, bien sûr. Oui, ça joue. Oui, franchement, on pourrait. Là où t'en as pas tenu. C'est vrai. Oui, mais pour le coup, Daniel Alves, ça arrive à la fin de sa carrière. Non, mais même. Oui, mais pour moi, sa carrière, pour des joue. choses qu'il a faites pendant sa carrière. Donc, malgré qu'il ait fait ça, vous le gardez dans votre... Ouais, mais après, il est devenu pasteur aussi, donc tranquille. Il a compensé, les gars. Il peut rester dans le classement. Les Brésiliens, d'ailleurs. Quand ils rentrent, ils deviennent tous pasteurs. Les Ferrara, Ça équilibre. C'est vrai. Pardonnez-le. Donc, Daniel Alves, bon, vu qu'il y en a deux qui sont d'accord, c'est le meilleur latéral droit de l'histoire dans le 11 de zone mixte parce qu'il est devenu pasteur. Ok, ça c'est bon. Maintenant, on va passer au... En vrai, tu peux faire contre ça, l'argument. Ouais, c'est fini. Il y a Dieu dedans. Donc maintenant, le milieu de terrain. Je vais vous me donner, on est parti plutôt sur 2 points de basse. Non, une pointe basse. Je crois que c'est... Toi, c'est toi. Je crois que c'est... On avait dit finalement c'était une pointe basse, un milieu central et un 10, je crois. Ok, bah chacun va me donner ses 3 milieux de terrain et on va en débattre. Alors Ryan, Alors moi, mes 3 milieux de terrain, du coup, je mets Busquets, je mets N'Golo Kanté et après je mets Zidane. Donc ça veut dire que je mets Zidane pointe haute et N'Golo Kanté et Busquets en dessous. Très bien. Maktoub? Moi, Busquets en 6. Donc Busquets, c'est bon, c'est validé. Oui. Okay. Et devant lui, Iniesta et Zinedine Zidane. Ok, Zizou, c'est validé. Ok. Driss? Moi, je suis aussi parti sur Busquets. Ok. Moi, je suis parti sur Xavi en milieu central. Et en numéro 10, j'ai mis Maradona. Maradona, ok, d'accord. Et Louis, pour finir? Moi, j'ai mis Busquets en 6 aussi. Iniesta. Et après, je sais que là, je vais faire parler, mais j'ai mis Kaka en 10. Kaka en 10. Kaka, c'est sérieux, c'est solide, c'est Kaka. Ouais, mais en vrai, je sais que de tous les temps. Ouais, tout le temps. Je sais, tous les jours, Maradona, il est meilleur, tu vois. Mais il y a de l'affect aussi dedans. Ouais, Maradona, le problème, c'est l'extra sportif et lui, il n'est pas devenu pasteur. Du classement, les gars. Maradona, il a fait le mal à personne. Il fait du mal à lui-même, ouais. C'est vrai, ok, d'accord, bah, super. Donc, on va débattre, hein, parce que là, on va dire que Busquets en numéro 6, on l'a gardé. Ouais, tout le monde l'a mis. Iniesta est revenu dans... Moi, je l'ai pas mis, Iniesta. Dans 2. Donc là, on peut débattre pour le second poste. Pour moi, N'Golo Kanté, il saute Iniesta et Xavi. Waouh. Ryan. Pour moi, N'Golo Kanté, il saute Iniesta et Xavi. Ryan. Mais je sais pas pourquoi, genre, ok, Iniesta et Xavi, c'était beau à voir, ça jouait dans le Barça. Mais dans l'équipe, il y avait Messi, il y avait Ronaldinho, il y avait Eto'o, il y avait Zlatan. N'Golo Kanté, il a gagné la PL. Il n'y avait pas Zlatan. Non, mais c'est pour dire, il a énuméré les Si, joueurs. Zlatan, il est venu aussi. Il est venu aussi quand il y avait Xavi et Iniesta, tu vois. N'Golo Kanté, il a gagné la PL. Il y avait que lui et Mahrez, Vardy. Drinkwater. Ok. Donc à cause de cet exploit, Mahrez, parmi les ailiers droits, il est meilleur pas du tout. Mais faut voir le contenu des matchs de N'Golo Kanté. Les courses qu'il faisait, comment il court. Le gars, il est infatigable. Xavi, Iniesta, tu les mets à Leicester, là, ils peuvent pas faire ça. Alors que N'Golo Kanté, tu le mets au Barça. À la place de Xavi, je suis pas sûr qu'il puisse pas. Je suis pas sûr qu'il puisse pas faire ça. Il a pas la qualité technique. Mais quelle qualité technique? Genre pour jouer une touche de balle. Les gars, c'est un footballeur, hein, il joue pas en R3. Les gars, faire une touche de balle, faire des tic-tac et tout, c'est pas non plus. Tu vas venir à la Sonédic, toi. Oui, c'est personnel. Bien sûr. Oui, après, c'est sûr, c'est personnel. C'est personnel. C'est ça aussi. Mais même, il y a ça aussi, c'est qu'en vrai, Iniesta et Kanté, ils jouent même pas le même poste en vrai, sur un terrain. Ils jouent même pas la même position. Ils peuvent jouer relayeur. Les deux, ils peuvent jouer relayeur. Tu peux jouer 8, les deux, ils jouent 8. Pour moi, Kanté, c'est limite plus un récupérateur qu'un 8, tu vois. Un 8, c'est là où tu commences à avoir des responsabilités. Il est pas devant la défense, mais c'est le même poste. Enfin, ils sont pas devant. Ouais, mais ils ont pas le même rôle. Non, mais c'est pas le même rôle, mais c'était le même poste. Je suis d'accord avec Louis, mais à Chelsea, il a joué beaucoup plus haut. Il a joué haut, et un peu plus dans le style de Iniesta, mais je suis d'accord avec toi dans son rôle principal et dans il faut trancher les l'esprit dans lequel on joue. Est-ce qu'on prend Iniesta ou Kanté? Parce qu'effectivement, attends, mais moi parce qu'on a déjà Busquets en 6, on est d'accord?
Il faut, à côté de lui, moi, j'avais dit Xavi, moi. T'avais dit Xavi, effectivement. Non, mais entre Xavi et Iniesta. Oui, mais en fait, eux, ils ont déjà deux. Bon, on défend quand même Xavi, et après on passe à. Je vais défendre Xavi. Oui. Toujours, on parle d'Iniesta, etc. Mais il y a plein de joueurs qui ont joué avec les deux et même qui ont observé le Barça et qui disent le Barça n'aurait jamais pu jouer à un tel niveau. Et en fait, Xavi, c'était le métronome, qu'on le veuille ou non, du milieu de terrain. Iniesta, il était plus fulgurant, il apportait plus offensivement, mais Xavi faisait ce lien entre la défense et l'attaque, et tactiquement, c'était vraiment... Et c'est pour ça qu'après, c'est devenu un coach, même si c'est pas un grand coach. Mais faire le lien entre la défense et l'attaque. Ça te gagne la Coupe du Monde, ça te gagne la Coupe du Monde. C'est lui qui a marqué le but. C'est lui qui a marqué le but, c'est Iniesta qui a marqué le but. Ça, tu dis quoi, ça? C'est bon, il a marqué, c'est bon, c'est lui. T'as vu marquer un but qui donne la Coupe du Monde à son pays. En vrai, je pense que dans le Grand Barça, je pense que les deux éléments au milieu de terrain vraiment indéboulonnables, c'était Busquets en sentinelle, qui est, je pense, lui pour le coup, a vraiment révolutionné son poste aussi. Oui, Busquets. Et Iniesta pour ses fulgurances, pour le côté droit là, Daniel Alves, Iniesta, Messi. Oh là là. Il y a des séquences de balles qui sont incroyables. Bon, les gars, dites-nous en commentaire encore une fois, les gars. Mais mettez un like, parce que je l'ai pas dit depuis le début quand même. Mettez un like, partagez, c'est important. Et dites-nous en commentaire, vous mettrez qui vos milieux de terrain à côté de Busquets. Donc voilà. N'Golo Kanté ou Xavi. Voilà, exactement. Mais mention spéciale à Modric aussi quand même. On a beaucoup de mentions spéciales à mettre. Parce que là, du coup, en numéro 10... On fait le 12e. Oui, on mettra le 12e à la fin. Mais en numéro 10, du coup, il faut trancher entre... J'ai eu Zidane. Il y a du Kaka, Maradona. Mon Kaka, on va pas... Avec tout le respect. Avec tout le respect. Tu dis qu'il porte bien son nom, vas-y. Oui. on va rester entre Zidane et Maradona. Il faut trancher pour le numéro 10 qui sera dans la zone mixte. Non, du tout. Moi, je suis là-bas. Moi, je suis avec Zidane. Zidane. Mais c'est ce que j'ai dit hors caméra ne se transpose pas devant la caméra. Donc Maradona en fait, Maradona, pourquoi? Les gars, Maradona, c'est pas vraiment un 10. Oui, c'est bon. Ouais, c'est un attaquant. Après, le problème. Ouais, mais il était électron libre, hein. C'est pas un attaquant. Il c'est un électron libre, donc on peut le catégoriser comme un 10. Ouais. Après, c'est plus tard dans le temps, donc bon. Maradona. Il faut trancher. En fait, Maradona, le problème, c'est comme j'ai dit tout à l'heure en blaguant, mais l'extra sportif, malheureusement, il prend trop de place. Tu vois, et problème de dopage, machin, tout ça, la drogue et tout. Donc prison. Moi, je peux pas la prison. Mais t'as pas dit ça pour Daniel Alves? Forcément. Si t'avais pas après sa carrière. C'est ça, tu vois. Vas-y, finis. Et Maradona, mais parce que Maradona, c'est vraiment des trucs qui sont en lien dans le sportif. Tu vois, les problèmes de dopage. Forcément, à un moment, ça t'élimine de la course à être une légende du football et tout. Non, c'est une légende du football quand même. C'est une légende du football, mais je veux dire, ça ternit un peu son image. Oui, t'as été contrôlé positif, tu vois, forcément... Des bagarres à Séville de ouf. Il est pas allé en prison, les gars. Il a eu des problèmes judiciaires. Ouais. Il a été condamné, quoi. Oui, mais pour des problèmes qui arrivent à... Bon, la voix off est argentine. Oui, il faut le dire. Si vous l'avez pas compris. Si vous l'avez pas compris. Non, après, je respecte les choix de chacun. Okay. Donc c'est pour ça que moi j'ai plus allé sur Zidane. Après ça se tape, les deux ça se tape. Et puis même personnellement celui qui m'a fait le plus rêver, en même temps c'est plus ma génération, c'est Zidane. C'est ça aussi. Non, mais je peux me défendre ou... Oui, bien sûr, bien sûr. Si. Donc déjà je vais revenir sur plusieurs points. Déjà Maradona, comme je disais, il a révolutionné le poste. Et c'était à son époque. En Argentine, t'as dit là-bas que c'est Maktoum, plus tu peux le laisser finir. Non, il a révolutionné. Non. Ah là. Il va prendre une suspension. T'as dit c'est pas. Il est arrivé. Carton, on va remettre des cartons. Donc il est arrivé. Déjà il est arrivé, il est parti à Naples. Naples, c'était un petit club. Il y a quoi à Naples? La mafia, c'est tout. Oh. C'est tout. Et la pizza. Et il est arrivé, il a mis Naples dans la carte du football. Et il est arrivé, il gagnait les titres et il gagnait tout. Et donc après, en Argentine, il a gagné Coupe du Monde aussi. C'est vrai. Il a tout gagné, tu vois. Et même footballistiquement, tu vois, par exemple, j'aime bien aussi me dire, ouais, les joueurs de l'époque, est-ce qu'ils auraient pu jouer aujourd'hui? Et tu vois, Maradona, je pense que quoi qu'il arrive, il aurait pu s'adapter aujourd'hui. Parce que techniquement et tout... l'intensité aussi. Tout dans l'intensité, l'impact physique, il était costaud, Maradona. Et donc, avec tous ces éléments-là, je pense qu'il aurait pu jouer aujourd'hui. À son époque, c'était le plus fort. Qui était plus fort que lui à son époque? Personne. Et Zidane, il joue pas à son époque, est-ce que c'était le plus fort? Mais est-ce que tu penses que Zidane, il joue aujourd'hui? Zidane... Aujourd'hui, tu penses qu'il joue pas? Non, aujourd'hui, il n'aurait pas joué. Non, si, il aurait joué, mais pas au niveau auquel il a joué pendant son époque. Bon, c'est pas le débat. Mais ok, d'accord. Ok, très bien. Bon, bah, merci pour la défense.
Bon, on va quand même trancher. Il faut avancer, sinon on va prendre tout le temps. On peut passer la journée. Zidane. Mais Driss, c'est bien, t'as bien joué. Et en commentaire, je pense qu'ils vont être d'accord avec toi, certaines personnes. 2 ou 3. J'ai la voix off avec moi, ça La voix off avec toi me suffit. C'est important. Pourtant, Donc, j'ai voilà. dit que. Merci. Il faut faire des choix, les gars. Il faut faire des choix. Il faut qu'on avance aussi. Donc, Les gars, la qualité de l'émission dépend, les gars. ils seront indulgents avec nous, ils seront indulgents. Donc maintenant, on va passer au front three. Non, au front three. Oula. Au front three. Donc on va passer au 3 de devant. Du coup, les gars, chacun va me donner son 3 de devant. Hein. Allez, Maktoub. J'ai Cristiano Ronaldo. Où? R9 à gauche. Ok. R9 en pointe. Et Lionel Andrés Messi Couticini D'accord, merci. à droite. Driss. Moi, à droite, j'ai Messi. Ok. Non, tu peux dire Lionel Andrés Messi Lionel Couticini. Andrés Merci. Couticini. Ouais. Messi. Ok. À gauche, j'ai Cristiano Ronaldo. Et en 9, Attendez. El Kabi. On dirait El Kabi. Zlatan ou Cavani, c'est sûr. D'ailleurs, El Kabi, attaquant très très médiocre. Très mauvais attaquant. Pour moi, c'est le point faible de l'équipe du Maroc. Non, Mais bon, méchant. c'est pas le sujet Il a aujourd'hui. mis deux retournés quand même. Ah ouais, bravo. Ok, Il fait ok. que ça. Et en 9, Bravo. tu mets qui? En phase de poule, mais bon. En 9, tu mets qui? J'ai mis Pelé. Ok, d'accord. Ok. Les gars, puisque c'est toi qui défends le fait qu'un joueur qui joue à son époque, est-ce qu'il peut jouer aujourd'hui? Pelé, jamais de la vie. Quoi? Pelé joue les J'ai aussi Non. révolutionné, il a révolutionné le football. Attends, tu vas défendre après, parce que je suis avec toi d'ailleurs. Non. Rennes, vas-y s'il te plaît. Cristiano Ouais, à gauche du coup. à gauche, Messi à droite, Oui. Lionel Andrés. Lionel Messi à droite. Et en pointe, franchement, je pense que j'ai Mbappé. Hein. Je pense avec Mbappé. Je pense que je mets Mbappé. Les gars, C'est pas donné un micro, lui. je pense que je mets Mbappé. Les gars, non, genre, Meilleur 9 de l'histoire, ça aide déjà. Ryan. Meilleur attaquant de l'histoire. les gars, franchement, ce qu'il plante là, c'est dur. Hein. Qui met autant de buts? À part Messi et Ronaldo. Non, à part Messi et Ronaldo, qui met autant de buts? Ok, il va se défendre après. Qui? Ryan, tu es mon frère. Moi, j'ai mis Ronaldinho à gauche. D'accord, ok. J'ai mis, Attends, mais ça c'est un événement. Ça veut dire que, je spoil un peu, dans ton 11, tu n'auras ou pas Messi ou Ronaldo. Ou alors t'as mis Ronaldo devant et Messi à droite. Exactement. Ah, J'ai mis Mais quel Ronaldo? J'ai mis Cristiano en pointe Ok. et Messi à droite, puisque je pouvais pas. Juste, il y a de l'affect aussi, mais je pouvais pas faire un 11 sans Ronaldinho et sans Cristiano, parce que c'est une évidence. Ok, Donc voilà. ça se tient. Et je préfère enlever Ronaldo R9 Oui, que Ronaldinho. bien sûr. Et tu sais quoi, je vais te rejoindre. Je vais faire ça. Je sors R9 Merci. et je mets Ronaldinho à gauche. Ok, ok. Donc là on a deux. Et en fait, moi, ils m'ont convaincu. En fait, moi, je sors Mbappé, je mets R9 en pointe. D'accord. Moi, je mets R9 en pointe, mais pas Ronaldinho. Moi, j'ai pas Ronaldinho dans mon équipe. Ok, très bien. Ok. Autre débat, peut-être qu'on pourra faire un autre jour. Oui. Vous pensez que Ronaldinho est plus fort que Neymar? Stop. Un autre jour. Ouais, hein. Sinon, on va jamais s'arrêter, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ok, donc du coup, il faut trancher du coup, le poste de 9. Parce qu'on a R9 ici. Non, moi, Ou Cristiano C'est Ronaldo. Cristiano. Il n'y a pas que des R9, hein. R9. Ah oui, c'est Pelé. Bon. Là-bas, il y a R9, R9, là, ouais. Pelé, et nous deux, Cristiano Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Du coup, il faut trancher là. Pelé, on l'enlève. Hein. À part si tu veux le défendre là. Mais... Tu Moi, vas je voulais défendre juste- son record. je- Il est juste- tombé. Je vais juste dire une phrase, je m'en fous de son record, moi. C'était juste, en fait, il a inventé trop de gestes techniques dans le football. Et en fait, il a inventé avoir autant de créativité dans les années 60. Dans le football, c'était incroyable. Il fait des gestes qu'aujourd'hui, des joueurs encore font. Tu vois, et il n'y a pas beaucoup de gestes, carrément, qui ont été inventés après lui. Genre, il a fait... À son époque, il laissait passer la balle en dessous de lui pour... C'est le Big Bang en fait, Pelé. Non, pour de vrai. Vraiment, il a créé tellement de choses. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre, même si je pense qu'aujourd'hui, il n'aurait pas le niveau de... Il n'a pas le niveau d'un Cristiano intrinsèquement. Et après, je me dis peut-être qu'il se serait adapté à l'époque. Non, mais Peut-être. en fait, moi, je trouve que Mais- il y a un truc qui est, on est un peu biaisé, puisque oui, effectivement, déjà, on n'a pas les chiffres exacts sur le nombre de buts. Oui. Ensuite, certes, il a révolutionné le foot. Enfin, c'est un Brésilien et je pense que si lui a fait ses gestes techniques, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants dans les rues de Rio qui faisaient les mêmes à cette époque-là. Et en vrai,
Je pense qu'aussi, c'est un peu biaisé puisque ce mec, il a jamais quitté le continent américain, tu vois. Aussi. C'est un mec, il a passé toute sa vie à Santos. Il a fait 1 ou 2 ans à New York Cosmos. Moi, je trouve que ça ternit un peu le fait qu'il puisse. Enfin, c'est une légende. Et ça, c'est pas ce qu'on dit. C'est sûr. Ça reste une légende. Mais je pense qu'il faut relativiser aussi sur ses performances. Ok, d'accord. Moi, j'accepte. Tu l'as regardé le film Netflix sur Pelé là? Oui, moi J'ai vu. C'est comme ça que tu connais sa carrière, parce que sinon en vrai, j'ai envie de dire tu tapes des compiles en noir et blanc et tout ça. Surtout qu'aujourd'hui, quand on voit les compiles là, des Georges Best, des Di Stefano, là, qui sont des légendes, au final, en vrai, c'était des. C'est compliqué. Même les compiles de Georges Best, elles sont nulles. Ouais, non, c'est catastrophique. Bah, merci. C'est pas les best, ça c'est sûr. Alors que t'as eu les compiles de Pelé, ça va, ils en vont un peu quand même. Les compiles de Pelé, ça va. Alors que celles des autres. Ok, très bien. Du coup, les gars, bon, on a notre 11. On a notre 11. Non. Si, ça y est là. Ailier gauche. On n'a pas fait les gauche, c'est Ronaldo, non? Non. Mais ils ont dit Ronny. Nous deux, on a mis Cristiano Ronaldo en pointe, pas à gauche. Ah, et à gauche, à gauche, Ronaldinho. Louis et moi. Ah, c'est vrai. Donc il y a débat sur le latéral gauche. Sur l'ailier gauche. Ok. Bon, bah du coup, il faut trancher. Hein. En vrai, soit Driss rejoint l'équipe, soit. Ronaldinho sur le côté? Non, les gars, je sais pas Ronaldinho. Ronaldinho sur l'aile? Ouais. Ah ouais? Non, pas moi. Toi, tu gardes. Moi, je Mais garde, déjà, regarde. Moi, je garde CR7 et Messi sur les côtés et R9 devant. Ronaldinho, je l'aime bien, il m'a fait rêver et tout. Mais pour moi, son prime, il n'a pas été assez long pour rentrer dans mon 11. Et j'entends. Moi, c'est subjectif. Ouais. C'est Ronaldinho, le premier joueur que moi, j'ai aimé, j'ai adoré. Exactement. Que tu vas et tout. Moi, il y a de l'affect aussi. Mais en vrai, c'est lui qui m'a fait rêver tout le monde. Moi, c'est lui qui m'a fait Même moi, c'est vrai. Mais bon. Bon, bah si vous n'avez pas à se mettre d'accord, je vais trancher. Hein. Il y a un 12e même, de toute façon, au pire. Il y a un 12e homme dans tous les cas. Juste, j'accepte, je rejoins Ryan. Si sur la compo, on met Ronaldo à gauche, Messi à droite, R9 devant, ça me dérange pas, moi. Ok, bon, bah vu qu'il faut trancher, je vais trancher. On va garder Ronaldo à gauche. Faisons ça, mais Ronaldinho. Ronaldinho, du coup, en 12e homme. 12e homme, Ronaldinho. Tous les jours. Moi, 12e homme, Ronaldinho. Ok, 12e homme, t'as un 12e homme Neymar. Ok, 12e homme. Ronaldinho. Très bien. Donc, dites-nous en commentaire votre 12e homme aussi, les gars. Dites-nous tout rapidement. Et on va essayer de répondre au maximum. On va essayer de répondre un peu partout et on va faire ça bien. On a oublié un gars pour le 12e homme. Ah. Stéphane Sessegnon. Ouais. Un des meilleurs fils de l'histoire du Paris Saint-Germain. Coup du crapaud. C'est lui aussi, il a inventé des gestes techniques. Il a dribblé un gars, il a pris le carton jaune. Stéphane Sessegnon. Ça, c'est de l'affect. Stéphane Sessegnon. Bon, maintenant, les gars, on va passer au. Canal+ a sorti le top 100, du coup, du 21e siècle. Donc, c'est vraiment la 21e siècle, on est axé sur le 21e siècle. Des joueurs, les meilleurs joueurs du 21e siècle qui ont joué au football. Donc, je vous fais à peu près le top 3, comme ça, au moins, vous avez à peu près qui est dedans. Donc, en premier lieu, on a Lionel Messi. Lionel, Andrés, merci. Messi, Coutinho. Merci. Et en 2, on a Cristiano Ronaldo. Et en 3, on a Zinedine Zidane. Alors, j'ai demandé à mes chroniqueurs de me sortir 3 dingueries qu'ils ont vues dans ce classement, parce que voilà, ça fait parler. C'est parti, c'est le moment dinguerie. Alors. Tellement pas regardé. Ah. Ça commence au top 3. De ouf. Bon, bah. Ouais, Zidane, 3e. Ok, Maktoub, toi, c'est quoi tes 3 dingueries que t'as relevées là? Moi? Ouais, dis-moi tout. Ce qui me choque le plus, c'est Sergio Busquets. Sergio Busquets est 39e. Derrière Mbappé, derrière des Luis Figo, des Raoul, des trucs, des gars que... Alors qu'on vient tous les 4, unanimement, tous les 5, de le mettre comme le meilleur 6 de l'histoire. C'est très grave qu'il soit aussi loin dans le classement. Donc moi, c'est le truc le plus choquant du classement 1. Deuxième dinguerie, à mon niveau, à mon sens. C'est toujours. C'est de mettre Didier Drogba devant Samuel Eto'o. Alors ça, le 9. Alors pour moi, Samuel Eto'o est le meilleur joueur africain de l'histoire. Okay. Il n'y a aucun monde où il est derrière Didier Drogba. Et en plus, ils ont fait exprès, ils ont mis 30-31. Drogba 30, Eto'o 31. Non, je dis non. Georges Weah, Ballon d'Or africain. Bon, Georges Weah est quelque part aussi. Si on doit faire un top 3, si moi je dois faire un top 3 joueurs africains de l'histoire, pour moi Eto'o est numéro 1, Weah 2, et Drogba il est peut-être même pas 3e. Mané commence à Mané commence à lui poser des questions. Mais pourquoi Weah il a réussi à avoir un ballon d'or quand Eto'o il a pas réussi? Moi je parle du vrai ballon d'or, je parle pas du ballon d'or. Oui,
Et les gars, ça, les gars, par contre, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Sinon, on va trop on y reviendra. Et après, moi, troisième dinguerie, je trouve, c'est Luis Figo. Luis Figo est 22e. C'est peut-être que les journalistes de Canal+ ont vu des choses que j'ai pas vues, peut-être que parce que j'étais pas né ou quoi. Et moi, je ne comprends pas comment il peut être aussi haut dans le classement, devant certains autres joueurs. Donc, c'est ça. Mais très surtout, bien. Le plus choquant, c'est Busquets. Busquets 36. Très bien. Alors, Ryan. Qui a fait le classement d'abord? Non, en vrai. Les journalistes, c'est la c'est leur boulot, on comprend mieux. C'est pour faire la transition sur le prochain débat ou Direct, ça va le terrain. Moi après, franchement, il n'y a pas tant de dingueries que ça. Ok, il y a des trucs sur lesquels je suis pas d'accord. Par exemple, moi, Drogba devant Eto'o, c'est personnel, mais moi, personnellement, ça me choque pas. C'est plus... Dans le micro, Ryan. Ouais, c'est plus, il y a des noms dans le classement que je comprends pas. Tu vois, dans le top 100 des joueurs du 21e siècle, on arrive à retrouver des Emiliano Martinez. Ok, il a gagné la Coupe du Monde l'année dernière, mais pour moi, parce que là, devant lui, il y a combien de gardiens de but dans le top 100, je sais pas, il doit en avoir 9. Il y en a 8. 8, ça veut dire que les gardiens, il est 9e, 10e c'est Valdés et 8e c'est Lloris. Donc Emiliano Martinez, pour vous, il est dans le top 10 des gardiens du 21e siècle? Pour moi, oui. Pour moi, il est même pas dedans. Hein. En fait, moi, je veux juste parler... Attends, juste 2 secondes. En fait, le tout, c'est que quand tu parles 21e siècle, tu parles du principe qu'il y a des grands événements. D'accord? Comme la Coupe du Monde. Okay. Là, il y a 6 Coupes du Monde depuis le 21e siècle et vraisemblablement, c'est le meilleur gardien sur la dernière Coupe du Monde. J'ajoute que les gars, c'est Copa, Finalissima, Coupe du Monde, Copa. Non, mais ouais, c'est vrai, mais surtout, je crois qu'il y avait les critères, il y avait 4 critères sur le classement de Canal, palmarès, niveau intrinsèque, j'ai pas les 2 autres. Exemplarité. Ah bon, sur l'exemplarité, c'est pas trop ça, Martinez, mais juste, il n'y a pas de moment plus grand que la Coupe du Monde et la finale de la Coupe du Monde. Okay. Donc autant le triplé de Mbappé en finale le met, donc forcément, le met du top 25, okay. Même top 20, il est 17e je crois. 8e. Voilà. Autant cette performance en finale, même Mbappé dedans, autant l'arrêt de Martinez en finale de Coupe du Monde le met. Okay. C'est peut-être l'arrêt le plus décisif de l'histoire du football. C'est vrai, mais c'est le critère qui pèse le plus pour faire le classement, donc tu m'as dit c'est la Coupe du Monde. Non, il dit que ça fait partie des... Ça fait partie des... Okay. Sur le palmarès, ça en fait partie. Okay. Et par contre, sur ça... C'est ta dinguerie. Un CR7 qui est 2e, tu vois. En Coupe du Monde, il n'a pas marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Après, il a fait tant de choses à part en Coupe du Monde. Donc, sa place en 2e position, pour moi, elle est méritée. Il n'y a même pas de débat, Ronaldo, tu vois. Mais après, en termes de dinguerie, non, honnêtement, moi, je suis plutôt OK avec le classement. Tu vois, il y a rien qui me choque, on va dire. Ok. Driss, du coup? Moi, j'ai 2 dingueries. Donc, la première, c'est ce nulard d'Hugo Lloris. Waouh. Comment ce type se retrouve dans le top 49 des meilleurs joueurs du 21e siècle? Il ne sait même pas arrêter un penalty. Juste arrêter. Juste plonger. Même pas arrêter, juste plonger. Il arrive en finale de Coupe du Monde. Et en plus... T'as vu, ce qui me dérange, c'est même pas qu'il arrête pas, qu'il essaye, qu'il plonge bien, mais qu'il plonge à chaque fois du mauvais côté. C'est pas ça le problème. C'est que, déjà, il dit, le penalty, c'est de la loterie. Si on a un minimum de cerveau, juste un minimum, on peut pas dire ça déjà. On peut pas dire que les penaltys, c'est de la loterie. On a juste l'exemple de Safonov, il analyse tous les tireurs, il analyse comment ils bougent leurs pieds, et c'est ce qui fait que maintenant, il arrête quasiment tous les penaltys. Et lui... Même quand les pénaltys sont mal tirés et qu'ils partent du bon côté, ils les arrêtent pas. Ouais, on a subi. Comment tu vas en finale de Coupe du Monde et tu t'entraînes même pas à arrêter un tir au but? Et je trouve qu'il a été surcoté toute sa vie. Et je sais pas pourquoi. Il a eu un bon prime ces années à Lyon. Lyon était très fort. Début de Tottenham. Il était fort à Tottenham. Il était fort à Tottenham. Le début. Je vais me permettre de tout au long. Mandanda il est plus fort que Lloris. Non, très court. Mandanda il est plus fort que Lloris. Mandanda, il y a des saisons où il était plus fort que Lloris. Il a juste eu la chance, Lloris. 2-3 saisons où Mandanda était plus fort que Lloris. Très bon gardien. Ça, c'est sûr et certain. Oui, il y a des saisons où il était plus fort que Lloris. Pourtant, Mandanda... Il n'est pas dedans. Mais je l'aurais pas mis aussi. Mais je veux dire, Lloris, c'est une aberration. Et la deuxième dinguerie? Et la deuxième dinguerie, c'est que je comprends pas comment on peut mettre Neymar 26e. Je comprends pas. En fait, pour moi, Neymar, déjà, dans l'histoire, il est pas 26e. Déjà. Donc, comment au 21e siècle, il peut être 26e? Des tocards comme Puyol. Même Mbappé. Neymar est mis...
Moi, pour moi, Mbappé, Neymar, à l'entraînement, ouais, il regardait Neymar, il était choqué. Oui, Neymar est un meilleur joueur que Mbappé. Mais il faut prendre en compte le palmarès. Mbappé, combien de Ligue des Champions? Non, mais combien de Coupes du Monde pour Neymar? Combien de triple Il a pas fait des finales de Coupe du Monde, arrête. S'il te plaît, c'est pas de sa faute, ça lui fait des attentats. Non, mais arrête. Ensuite, en fait, pour moi, Neymar, il y a un moment donné où c'était le prime Messi-Ronaldo. Oui, ok. En 2015, et pendant plusieurs mois, Neymar était meilleur que ces deux joueurs. Ok, Pendant mais il y a plusieurs des mois. joueurs qui ont une meilleure Pendant le carrière que prime Neymar. de Messi et Mbappé. Ronaldo, pardon. Très bien. Ok, bon bah, dinguerie, on t'a entendu, Driss. Et pour finir, Louis, c'est quoi tes dingueries? Moi déjà j'ai l'impression qu'il manque pas grand monde dans ce classement. En vrai j'ai l'impression qu'ils ont mis un peu tout le monde, donc ça c'est déjà bien. Je suis pas forcément toujours d'accord avec le classement, mais moi celui que je comprends pas, même si quelque part il a un peu révolutionné les coups de pied arrêtés, mais c'est Juninho. Je comprends pas pourquoi Juninho il est dans ce top 100, puisque pour moi en termes de milieu de terrain, certes il a révolutionné les coups de pied arrêtés avec une frappe de balle absolument incroyable. Il a mis des coups francs. On a tous au moins un coup franc de Juninho en tête. Mais après, sur le terrain, c'était pas un milieu de terrain absolument incroyable. Et pour moi, il y a d'autres milieux de terrain qui sont bien plus forts que lui, qui sont peut-être pas forcément dans le classement. En même temps que lui, il y avait Jean de Macoun. Il était fort, Macoun. Mais c'est quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui a révolutionné, donc c'est peut-être pour ça qu'il est présent. Oui. Et il a été aussi plusieurs fois appelé dans la sélection. Il a été le capitaine d'un Lyon, 7 fois champion de France aussi d'affilée. Donc ça y joue certainement. Mais après, si on parle uniquement de football, je suis pas sûr qu'il soit dans le top 100. Okay. Et moi, je suis d'accord avec lui, dans le sens où il y a des joueurs comme ça, parce que là, il a parlé de Juninho, mais c'est pareil pour Beckham. Beckham, il est éteint, frère. Il y a juste les coups francs. Beckham, il est éteint. Mais arrêtez, vous allez me dire, Beckham, il est fort au foot. Oh, arrête, il était fort au foot. Il avait la dégaine, il avait le flow et tout, il était frère. Tu vois? Non, c'est vrai que si Beckham, il était moche. Parce que regarde les belles go et tout, tu vois, il a une belle go, il a eu le cloud comme ça. Il tirait bien les coups francs. Mais sinon, Beckham, il est éteint, dis tout la vérité. Mais c'est ça, c'est le flow. C'est le flow. Tu vois, c'est juste le flow, frère. Ça geste. C'est ça. Mais ça fait partie du football aussi. Il avait un sacré pied et tout, mais pour te rejoindre, quand je vois un Beckham ou quand je vois un Juninho et que je vois pas Sergio Agüero. Ouais. Non, tu vas me dire que Sergio Agüero est dans le top 100. Non, mais c'est par rapport aux deux qu'il a cités, c'est vrai que c'est pas moins bon joueur. Agüero, ça joue, hein. Non, c'est pas moins bon joueur. c'est sérieux, incroyable. Même à l'Atlético, il était fort, hein. Tu trouves que c'est un moins bon joueur que Juninho? Mais moi, je préfère, si on parle de c'est ça qu'il veut dire. Forlan est meilleur qu'Agüero. Forlan. Pour moi, Forlan est le meilleur qu'Agüero. On va aller parler. Ouais, on fera une émission spéciale 9. Ouais, ça va être mal ça, spécial numéro 9. Bon, merci beaucoup. En tout cas, voilà, on a débattu du top 100. Et voilà, dites-nous en commentaire vos dingueries, qu'est-ce que vous avez pensé de ce classement-là. Est-ce que c'est cohérent, pas cohérent du tout? Et dites-nous en commentaire, les gars, on verra très vite. Du coup, 4e rubrique, c'est parti. Le foot féminin mérite-t-il la même exposition médiatique que... Je rigole. Non, mais c'est parce que Driss, il sourit là, en fait. Pourquoi tu souris? À chaque fois. Qu'est-ce que tu caches ce sourire, Driss? Directement, non, c'est bon. Du coup, c'est une question qui est importante parce que à l'ère où le football féminin est très important en France, on est deuxième pays en Europe qui a le plus de licenciés, derrière l'Allemagne. Voilà, on est un essor du football féminin. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça mérite une même exposition parce qu'on le voit un peu moins que le football masculin? Maktoub, qu'est-ce que tu en penses? On va répondre oui par non et après on reviendra faire un petit tableau. Oui. Ok. Driss? Est-ce qu'il mérite la même exposition médiatique? Non. Non? Tu peux dire plus fort, hein? Non. Ok. Louis? Non. D'accord. Ryan? Oui. Ok, donc on a deux équipes. On a deux équipes, donc on va faire... c'est un petit duel, hein? Un petit duel, c'est parti. Vous avez 30 secondes, 1 minute chacun pour défendre votre propos. C'est bon ou pas? Ok. 30 secondes. Oui, pas de souci. Moi, je dis oui parce que c'est un sport autant que le sport féminin est comparable au sport masculin. Il y a peut-être une différence aujourd'hui sur l'intensité des matchs et l'exposition médiatique, les revenus que ça peut générer, mais sur la formation des athlètes, les efforts qu'elles y mettent et la manière dont leurs vies sont professionnalisées autour du football, elles méritent aussi, à leur titre, d'avoir la même exposition que le football masculin. Ok,
Très bien. Du coup, c'est à toi, Driss, ou à Louis qui veut commencer. Allez, vas-y, j'y vais. Non, pour l'instant, non, en toute franchise, déjà, je trouve qu'elles ont beaucoup de visibilité déjà. Déjà, je trouve que l'exposition médiatique est déjà grande. Et faut dissocier pour moi l'exposition médiatique, et tu parlais du grand nombre de licenciés qu'il y a. C'est très bien qu'il y ait beaucoup de licenciés, que les filles s'inscrivent au foot, c'est une très bonne chose, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle de l'exposition médiatique et de ce que nous, on veut voir en tant que téléspectateurs, et spectateurs même. Et quand on regarde du foot féminin, on s'ennuie, on se fait chier. On arrive, on regarde, le match il est lent, elle court pas vite, avec tout le respect. Hein. Avec tout le respect, oui. Elle court pas vite, techniquement c'est un petit peu plus, même beaucoup plus limité que les garçons. Non, et en fait, ça dépend. Et surtout, en fait, juste en observant, à voir, c'est pas agréable. Franchement, quand je regarde du foot féminin, je prends pas de plaisir. Même si je parle des plus grands matchs, hein, finale de Coupe du Monde, finale de Ligue des Champions, et là, je m'ennuie. Alors que quand je regarde des matchs des garçons, bah, sauf de Arsenal. Bah, je m'amuse, je prends du plaisir. Okay. Juste hier, 30 secondes. Un petit City Liverpool, c'est magnifique. On ne verra jamais ça dans le football féminin. Ryan. Bah justement, je pense que l'erreur, elle est là. En fait, moi, je trouve que donc le foot féminin mérite une expression médiatique qui est semblable à celle des garçons. Mais l'erreur qu'on doit arrêter de faire, en fait, c'est de comparer le foot féminin et le foot masculin. C'est ça. Et que nous, on doit arrêter de faire cette erreur-là, mais même les gens qui sont dans le foot féminin, en fait, ils devraient eux-mêmes, genre, je sais pas, par exemple, créer leur propre canal médiatique, tu vois, vraiment faire la dissociation entre le foot féminin et le foot masculin. Sinon, ils vont toujours en pâtir de ça. On va toujours chercher à faire la comparaison. Ah, mais les meufs, elles courent moins vite, machin. Alors que non, c'est deux sports qui sont complètement différents, en fait. Comme l'a dit Serena Williams. 30 secondes. Comme l'a dit Serena Williams, le sport masculin et le sport féminin, c'est deux sports complètement différents. Très bien. 30. Et du coup, pour finir, Louis. Moi, c'est pas un nom totalement catégorique. Je pense juste qu'il faut laisser le temps au temps, que le football féminin, il est en plein essor, qu'il évolue chaque année, qu'il y a une exposition médiatique qui évolue chaque année avec des diffuseurs tels que Canal+. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Oui, on peut. Ouais. On en cite d'autres. DAZN. Ligue 1+. Et YouTube. Ouais, elles sont même. Donc en vrai. Elles ont déjà une exposition médiatique qui est quand même assez importante, mais malgré ça, malgré ces diffusions, ces canaux, parfois il y a des matchs en clair même pour les femmes, sur l'équipe TV, etc. Et malgré l'accessibilité, l'audience reste toujours beaucoup plus faible. Donc je pense que elle augmente. J'ai regardé tout à l'heure, il y a une augmentation de l'audience sur les matchs de Ligue 1, de Arkena Ligue 1, de 8% sur chaque match par rapport à l'année dernière à la même période. Donc je pense que c'est en plein essor. Faut juste laisser autant. Il y a aussi des récompenses individuelles et ça c'est super bien qui sont aussi mises en avant avec le Ballon d'Or qui est en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or homme depuis quelques années. Donc je pense qu'il faut juste laisser le temps au temps et que ça va venir. Très bien. Bon bah écoutez, dites-nous en commentaire qui vous a convaincu. La team, oui, les femmes méritent, le football féminin, mérite plus d'exposition. La team, non. Le football féminin ne mérite pas forcément plus d'exposition parce que ça prend son temps et que pour certains, c'est un peu moins intéressant que le football masculin. Donc voilà. On peut continuer vite fait sur Ouais, vas-y, tu veux le mot de la fin ? Moi, je suis d'accord avec toi. Faut pas comparer. Faut pas comparer les deux sports. C'est pas la même chose. Il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est une erreur même de le faire. Mais par exemple, quand on voit on prend les autres sports, tu disais par exemple Serena Williams, quand on voit du tennis, le tennis féminin, c'est agréable à voir jouer, tu vois, on prend du plaisir, mais en fait, dans le foot féminin, il y a vraiment une différence qui fait que c'est visuel, et vraiment, je me place en tant que spectateur et téléspectateur, et il n'y a pas ce juice. En termes d'intensité, c'est personnel pour en termes d'intensité. Tu font aussi peu d'audience. Non, mais tu peux. Quand on met les matchs sur TF1, tu peux pas dire que tout le monde prend moins de plaisir à regarder un match de football féminin. Parce que moi, je prends du plaisir à regarder les. Non, mais quand tu dis. Moi aussi, j'ai déjà regardé. Attendez, c'est important. C'est important ce qu'il disait. Mais c'est un truc intéressant. En plus, ce qu'il disait, tu vois, quand tu dis justement, il te manque ce juice là, quand tu regardes, tu parles de quoi ? De l'intensité ? Genre, par exemple, ça court moins vite. C'est vrai qu'il manque de. Mais déjà, sur ça, il y a des joueuses. Mais Driss, je suis. Non, il y en a quelques-unes qui sont. Mais elles vont venir à votre ligue, là, elles vont te montrer des trucs que t'as pas vu. Mais je dis pas qu'elles vont aller plus vite que toi, elles vont te dribbler. Dédicace à la Sunday League. Il y en a. Dédicace à la Sunday League. Non, moi je suis d'accord. Mais c'est pas une question de niveau. Il y a des femmes qui sont
Mais justement, super forte au football, c'est pas la question. C'est éminemment personnel. Tu peux pas dire que... C'est ton avis. Voilà. Parce que moi, j'étais au Parc des Princes, encore une fois. Enfin, j'étais pour... Il est tout le temps au Parc des Princes. PSG, c'est un amoureux. de division 1 féminine. Et il y a des joueuses du PSG. Il y a une l'ailière droite qui s'appelle Kanjinga, mais... Driss, elle va te montrer des trucs, tu vois. Non, ça par contre, aucune femme peut rien montrer à quelqu'un. Non, depuis tout à l'heure, elle défend, mais là, tu fais aussi. Genre, nous, là, ici, une fille, elle va venir nous dribbler. Arrête, frère. Je vous dis, l'international béninoise. Arrêtez, les gars. Aude, allez regarder sur YouTube. La béninoise, là. BGC. Elle va vous montrer des elle trucs. peut rien faire. Ok. Mais attends, moi je peux poser une question à Fémi. Oui, vas-y. Fémi, tu penses qu'aujourd'hui, dans le foot féminin, tu joues à quel niveau? Là, tout de suite, là. Non, vas-y, à ton C'est une prime. vraie question. À mon prime, moi, non, je joue pro. Oui, mais pro quoi? Je joue en Champions, frérot. Champions League. Ballon d'or Léo. Bonne matière. Bonne matière, Tout ça. Bon, bah, on va finir dessus, hein, sur le fait que je finirai pro. Parce que j'ai pas fini pro, parce que je suis là. Au football féminin. Ça, c'était un super épisode. Merci à tous. Likez, partagez, activez la cloche, c'est important. Sur Phoenix TV, on est toujours là. Chaque semaine, on va venir toutes les 2 semaines à peu près. Parler de football, parler de sujets divers. Et puis, c'était un plaisir. Merci à tous, les gars.